Ça gâte bien l'entrepreneur? Moi déjà, j'ai pas de salaire. Je me verse des dividendes. C'est le problème du coup en France. Effectivement, si tu es dans un pays offshore, tu pourrais te payer beaucoup plus, je pourrais me payer beaucoup plus. Si tu veux capitaliser en France, c'est à la revente, donc c'est de l'argent différent. Tu es youtubeur, donc tu es bientôt youtubeur, vendeur de formation, dropshipper, tu les collectionnes tous. Il va vraiment falloir que tu finisses par vivre à Dubaï. L'intelligence artificielle va tous nous remplacer et tous nous tuer. Au contraire, ça va permettre toujours plus de création de la part d'indépendants, et demain tu verras des gens qui partent de nulle part et grâce à l'IA de faire des trucs de fou. Alors Google, déjà, l'objectif c'est d'identifier les bons mots-clés. Quand tu identifies les bons mots-clés, déjà la plupart des gens confondent les mots-clés. Notre prochain invité, les amis, est arrivé. On va parler aujourd'hui de passer d'une agence, d'un freelance qui a envie de créer des sites internet pour gagner sa vie, à faire 100 000 euros, puis 1 million en 2 ans. C'est mon pote, mon associé, c'est Tristan. On est à l'apéro, au Campelli. Santé. Eh bien, merci cher Enzo de m'avoir invité sur ce podcast. La dernière fois qu'on a fait un podcast, qu'on a fait une vidéo, ça fait un moment quand même. Début 2022. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses dans ton business, dans nos business. Il y a eu une grosse croissance. Et ce que j'aimerais vraiment qu'on réussisse à capter, c'est ce truc de freelancing, de créer une agence digitale. La majorité, j'ai l'impression, des gens qui veulent monter un business en ligne pensent à ça. Et beaucoup de gens se lancent. Et beaucoup de gens se pètent la gueule. Et donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à tirer ton épingle du jeu en freelance de création de site à une agence avec 15-20 collaborateurs aujourd'hui et à monter, construire ta success story? Il n'y a qu'un pas finalement. Tu vois, aurais pu à un moment donné te prendre les pieds dans le tapis et te péter la gueule. Aujourd'hui, tu es encore là, tu continues à bâtir. C'est vraiment le thème du podcast. Donc, dis-nous, selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Alors, faut que je commence par où là? Dis-moi, parce que du coup, tu m'as. Faut refaire peut-être un petit historique des du étapes, coup sur ouais. Je pense j'ai envie de faire 2 étapes dans ta croissance. La première étape, c'est peut-être la vidéo qu'on fait à Punta Cana en 2021. Et la deuxième étape, c'est peut-être début 2022, où justement, il y a encore eu un gap sur cette année-là. En fait, je pense que déjà, la première étape, c'est vraiment de se dire, je passe en mode agence. On va dire que la première année, j'étais toujours tout seul. Et pourtant, la deuxième année, on est passé, alors j'ai pas envie de dire de conneries parce que j'ai vraiment une mauvaise mémoire. 5. Mais voilà, de 1 à 5 et après de 5 à 15. Donc, sur la troisième année. Donc forcément, il y a une extrême progression et une croissance forte, mais cette croissance, elle a été voulue. C'est-à-dire que la première étape, c'est déjà de vouloir la croissance. Ouais. Parce que tout le monde ne veut pas forcément la croissance et tout le monde n'est pas prêt à payer le prix de la croissance. Donc en fait, c'est aussi une décision. Et je pense que c'est ce qui fait la différence avec maintenant cette expérience et le recul que j'ai maintenant de ces 3 années. Je pense que ce qui fait la croissance, c'est déjà de commencer à vouloir la croissance. Alors vas-y, arrêtons-nous là-dessus. Vas-y. Quel type d'entrepreneur ne pourrait pas vouloir la croissance? Qu'est-ce que tu entends par vouloir la croissance? En fait, vouloir la croissance, c'est déjà faire des choix. C'est faire des choix au niveau de la vision, faire des choix au niveau des actions que tu mets en place tous les jours et surtout, effectivement, des actions que tu mets en place d'un point de vue financier. Au niveau de la REM aussi. Au niveau de la rémunération, au niveau du cash flow, au niveau des investissements, ça n'a rien à voir. Donc, quand tu es dans une optique de croissance, tu penses plus à comment je vais payer mon bois ou quel chiffre je vais faire cette année. Tu te dis, mais plutôt, où est-ce que ma boîte va être dans 5 ans? Et ça fait un changement parce que du coup, tu ne mets pas en place les mêmes actions tous les jours. Donc, vision long terme. Exactement. C'est-à-dire que forcément, tes canaux d'acquisition vont être différents. Ta méthodologie d'acquisition clientèle va être différente. Ta gestion des projets va être différente. Tout ça, c'est quelque chose que tu mets en place justement à partir du moment où tu décides de faire de la croissance. Ouais. Moi, au début, je ne savais pas que je voulais faire de la croissance. C'est arrivé la première année à peu près. Ouais. La première année, j'étais en découverte en fait. Ouais. Je ne savais même pas que je voulais faire de l'agence. C'était au départ gagner ta vie. C'était déjà le premier objectif, c'était de gagner ma vie. C'était Alors après, il y avait plusieurs possibilités pour gagner ma vie. J'étais pas obligé de faire du freelancing ou une agence. J'avais plusieurs options qui s'offraient à moi. J'ai pris du plaisir à servir les gens au final avec une agence et après j'ai pris du plaisir à recruter et développer une équipe. Et quand j'ai su que je voulais faire de la croissance, c'est là où j'ai mis mes billes dans la croissance. Mais en réalité, avec le recul, si j'avais voulu faire de la croissance, je me rends compte et que j'avais cette mentalité que j'ai aujourd'hui, j'aurais pu aller beaucoup plus vite. Après, je suis pas là pour faire des SI, etc. Mais c'est juste que pour dire que, en fait, qu'est-ce qui est fait que j'ai pu grossir, c'est déjà la volonté de faire de la croissance. Pourquoi? Parce que
En réalité, la première année, je me suis versé un salaire beaucoup plus élevé que la troisième année. Exactement. Alors que T'as gagné moins. j'ai gagné moins sur le papier. Ouais. Enfin, En rime brute. En rime brute. Parce Ouais. qu'en réalité, c'est là-dessus où tu vois, ta valorisation de l'entreprise est beaucoup plus élevée et tu gagnes du coup beaucoup plus techniquement lors de l'opération. Ton patrimoine Lors net d'une est plus opération de gros. patrimoine, exactement. Ouais. Du coup, Pour qu'on puisse comparer, si j'ai pas envie de croître, ça fait quoi? C'est-à-dire quel type de profil ne pourrait pas avoir envie de grossir? tu vois, moi, quand je me suis lancé... Et d'ailleurs, après, je rebondirai sur notre cas de figure du coup, où à un moment donné, toi, tu veux plus croître, moi, je veux moins croître. On pourra en parler. Du coup, c'est effectivement, moi, la première année, voilà, je voyageais, j'avais pas spécialement envie de travailler beaucoup. Déjà, je travaillais pas mal, je travaillais plus que mon ancien job. Déjà, faire du 45 heures, c'était déjà plus élevé que mon ancien job. Mon ancien job, on faisait du 35-40 classique. Ouais. Du coup, forcément... voilà, 45 c'était déjà bien. La première année, j'avais pas spécialement envie de travailler plus. Et au final, la croissance, tu te retrouves à travailler 60, voire plus, quand tu fais la croissance, parce que tu as des nouvelles tâches qui se rajoutent et tu as toujours les anciennes tâches qui sont Ils là. sont toujours là. Donc, en fait, c'est pour ça que quand je dis vouloir la croissance, c'est vraiment la vouloir, parce que tu payes le prix financier, tu payes le prix horaire et tu payes aussi le prix lifestyle. Donc, grosso modo, tu te rémunères moins. Tu te rémunères moins, tu travailles plus. Tu dépenses plus d'argent, donc tu vois les comptes se vider parce que tu recrutes des gens, parce que tu fais des investissements, parce que etc. Tu travailles plus. Tu voyages moins parce que tu essaies de développer les équipes et donc tu es là pour manager physiquement à Paris, etc. Et donc effectivement, ça a l'air d'être le bagne, la prison, ton truc. En fait, moi, tu vois, c'est toujours pareil. C'est quelle est ta définition de la liberté ou qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie? Est-ce que la liberté, c'est vraiment de faire un coup et, entre guillemets, après de pouvoir voyager? Ou est-ce que la liberté, c'est de monter quelque chose d'assez solide pour justement ne plus se poser de questions sur l'avenir? Moi, comme tu l'as compris, si j'ai choisi de faire la croissance, c'est aussi pour la deuxième raison. Alors, je pense que la motivation principale, elle vient pas vraiment d'un point de vue financier. À partir du moment où, justement, tu as la liberté, on va dire, financière, dans ce cas-là, tu fais des choix. Et moi, j'ai fait le choix de faire la croissance. Il y en a qui font des levées de fonds, qui se rémunèrent sur des levées de fonds, etc. Moi, je voulais pas que l'aspect financier soit un fardeau. Donc, on est bootstrap, on est rentable et après, on décide ou non de faire de la croissance. Donc, aujourd'hui, je suis dans une phase de croissance. C'est un challenge intellectuel. C'est pas facile tous les jours. Mais effectivement, j'aime cette étape de croissance. Donc, typiquement, une des problématiques numéro 1 de la croissance, c'est le recrutement. C'est le recrutement. Donc, trouver des gens, faire rentrer des gens, continuer à faire rentrer suffisamment de projets, suffisamment d'oseille de par les projets. Pour payer les gens. Et trouver des gens. Exactement. Qui vont pouvoir bosser, donc décupler la productivité, qui va du coup induire plus de projets à rentrer pour pouvoir travailler plus. Mais le problème, et ça, tu viens d'énoncer la plus grosse difficulté. La plus grosse difficulté lors de la croissance, c'est que quand tu vas recruter, par exemple, 2 personnes, vous êtes 3. C'est pas toi multiplié en x3. Plus vous êtes nombreux, plus on est, enfin moi de ce que je vois, c'est plus on est nombreux, plus on va dire l'apport de productivité par personne est réduite. Il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de compenser ça, mais en réalité, plus tu vas recruter, plus tu vas perdre en productivité si tu regardes productivité par projet. Donc, tu n'as pas 10 milliards de solutions. C'est soit, alors là, je rentre un peu en détail, peut-être qu'il faut peut-être dézoomer à un moment, mais quand tu vas recruter plusieurs types de personnes, tu vas avoir une productivité réduite par projet, donc tu as 2 solutions. C'est soit tu vends plus cher, d'accord, pour pouvoir, parce que au tarif où tu étais avant, ça ne permet pas d'assumer, ça ne permet pas d'assumer l'équipe que tu as actuellement. Ouais. Soit la deuxième option, c'est de trouver des solutions soit technologiques, soit par process pour rattraper la productivité. Donc, nous, moi, j'ai mis en place, bien sûr, les 2 solutions. Après, on va rentrer en détail, mais on a développé, par exemple, des extensions. On a travaillé sur des pré-productions qui nous permettent d'accélérer le développement. Sur du recrutement, du coup, et sur la vente de projets, on a aussi augmenté les tarifs. Les process. Et des process. Et mis en place des process. Voilà, on a essayé bien sûr de travailler du coup sur ces 2 parties, l'aspect financier, monter les prix, et l'aspect technologique et processisation pour augmenter. Mais la plus grosse difficulté, moi, que j'aperçois, en tout cas, je pense que tout type d'agence sont différentes, tout type d'entreprise est différente. Sur une agence ou de développement web, nous, on fait vraiment quand même du développement et plus on sort, plus on avance, plus au final, on a des projets qui demandent du full dev. C'est très intéressant, c'est très challengeant techniquement, mais effectivement, on perd en productivité.
on perd du coup au tarif. Le tarif journalier, même le tarif journalier que du coup on est aujourd'hui, on est au marché, on est au prix du marché. Mais effectivement, je comprends pourquoi les agences sont tentées toujours d'augmenter, parce que plus on est nombreux dans l'agence, plus on a des déperditions à cause des spécialisations. Alors indirectement, la qualité est montée, mais tu as quand même cet effet de spécialisation qui fait que tu es moins productif. Et en fait, plus tu es spécialisé, plus il faudra augmenter les marges et les prix. Et les prix pour, voilà. Ou alors, la deuxième solution, c'est ce que je te disais, tu augmentes le niveau technologique en utilisant des outils toujours plus performants, etc. Alors moi, je suis spécialiste technologie, donc c'est SMS, WordPress, WooCommerce. C'est un peu plus compliqué quand on est dépendant des outils, mais on travaille. C'est l'avantage aussi d'un logiciel open source, c'est de pouvoir après monter des apps assez facilement et qui améliorent notre productivité. Tu parlais tout à l'heure aussi du prix à payer. Alors, on a parlé du temps, des voyages, de la rémunération. Il y a quoi d'autre comme prix à payer dans la croissance et dans la réussite, le succès? Alors, moi, je suis tout seul sur le côté agence. Donc, même si on est associé sur la partie e-commerce et qu'on travaille ensemble sur la partie e-commerce, qu'on est complémentaires sur la partie e-commerce, la partie agence, je suis tout seul. Autant de 1 à 5, être tout seul, je pense que c'est un avantage. Autant être aujourd'hui 15. Bon, ça c'est revenu OK maintenant aujourd'hui, parce que justement j'ai pu m'entourer d'une équipe sur certaines parties solides. Donc je suis entre guillemets libéré d'une charge mentale. Mais on va dire que l'étape la plus dure, ça a été de 5 à 10. Pourquoi? Parce que tu as des gens qui commencent à être spécialisés, mais toi-même, du coup, tu n'as pas le temps, et tu n'as plus le temps de recéter et d'être derrière tout le monde d'un point de vue projet. Du coup, tu as certains projets qui ne sont pas réalisés comme toi, tu avais l'habitude de réaliser et qui ne sont pas forcément au niveau de qualité que tu attendais. Donc, soit tu as deux solutions, c'est soit tu travailles le soir pour rattraper du coup les projets de ton équipe, mais au-delà de rattraper les projets de ton équipe, il y a également la formation pour après arriver au niveau que tu attendais. Ou alors, tout simplement, ça peut être des problèmes de communication qui viennent du fait que, vu que tu as plusieurs personnes impliquées au projet, elles sont pas encore l'habitude de travailler ensemble. Et donc, c'est ça, en fait, que je veux dire d'assumer. D'assumer, ça veut dire tu as un membre de ton équipe qui n'a pas forcément le rendu voulu sur un projet, de devoir travailler. Toi, tu as déjà travaillé toute la journée pour gérer les clients, le RH, les recrutements, les machins, et du coup, tu as déjà fait une journée on va dire, normale de travail. De 30 heures. Tu as eu tes 35 heures, tes 40 heures même, tu as déjà fait tes 40 heures. Et là, après, il se rajoute du travail qui va être de contrôler. Et aujourd'hui, ça arrive encore. Ça arrive encore, le dimanche, tu es au bureau et tu corriges. Mais effectivement, j'ai encore des étapes de correction. Des étapes d'innovation, parce que toujours pour améliorer nos produits, etc., et nos services, c'est aussi la responsabilité quand tu es chef d'entreprise. C'est que moi, j'ai pas d'associé du coup sur la partie agence, donc je suis à la fois le CTO, le CEO, et du coup, donc, quand on veut améliorer la qualité, c'est à moi de faire des recherches de techno pour les nouvelles méthodologies d'intégration. Là, par exemple, sur WordPress, en ce moment, tu as ce qu'on appelle le FSE, qui est une nouvelle méthodologie d'intégration. Tu vas avoir également en ce moment, ça existe depuis un moment, mais toutes les technos headless qui avancent très vite dans le développement. Donc pour ceux qui ne savent pas, le headless, c'est en gros quand tu as par exemple un back-office, donc que ce soit un WordPress, un Shopify, etc., et que tu vas faire le front de manière séparée, donc tu vas connecter en gros, là je vais rentrer un peu en technique. Elementor par exemple? Non, justement, du coup, sur des technos JS, donc par exemple Next.js, Vue.js, Gatsby.js, etc., qui sont des technos propres où tu peux évoluer de leur côté, donc qui sont des technos très utilisés par les développeurs. Et nous, en tant qu'agence WordPress, on fait du back sur WordPress qui permet de la simplifier énormément. La gestion utilisateur. Les utilisateurs, surtout sur les boutiques e-commerce, et d'avoir quand même les performances de nouvelles technologies comme du JS. Et donc, il a fallu monter en compétences. Il faut monter en compétences, c'est-à-dire que moi, à la base, c'est pas, moi, je suis pas un dev, j'ai fait une école de commerce, donc faut monter en compétences. Tu étais déjà monté Je suis un tech. Effectivement, dans mon ancien métier, j'étais aussi un tech, donc forcément. Tu partais pas de zéro, mais en gros, tu maîtrisais WordPress, PHP et développement. Là, il a fallu devenir expert JS, quoi. Par exemple, alors je suis toujours pas expert JS, j'ai juste besoin de comprendre le minimum pour après pouvoir piloter des devs. C'est juste ça. Mais effectivement, il faut que je comprenne tous les enjeux techniques. T'as des techs meilleurs que toi aujourd'hui? Ah bah oui, heureusement. Quand même. Sinon. C'est une vraie règle, ça, du coup, où on dit faut recruter des gens qui sont meilleurs que toi? Ah oui. Sinon, ça aurait pas été possible, ma croissance. Heureusement que j'ai des gens meilleurs que moi maintenant sur la partie design, j'ai des gens meilleurs que moi maintenant sur la partie tech. Le seul truc, et j'aimerais bien, c'est la prochaine étape, je pense,
c'est que je reste encore le meilleur sur cette vision 360 et sur l'assemblage de tous les éléments, on va dire. Ouais. Donc, un travail de produit qui est plus, je dirais pas gestion de projet, mais qui est plus la vision d'ensemble d'un produit technologique. Parce que on a des projets qui sont pas juste de créer un site vitrine, on en parlait tout à l'heure. Oui, il y a une dimension tech. Dimension tech, vraiment, là, plus on grossit. Puis ta force à toi, pour le coup, c'est dimension tech et marketing. Et marketing, voilà. Et marketing, on a des projets là, c'est ce que j'ai on board. J'ai de plus en plus de clients qui ont des gros sites e-commerce, qui ont des enjeux de sites de formation avec des devs sur mesure. C'est là-dessus où on se fait de plus en plus solliciter. On a de plus en plus d'appels d'offres sur des parties très tech qui sont très liées à WordPress. Bien sûr, moi, je suis que du WordPress WooCommerce, mais par exemple, c'est des entreprises qui ont choisi le choix de l'open source, qui ont raison d'ailleurs de partir là-dessus, mais de partir sur des gros sites. Donc, par exemple, là, on a onboardé un gros client en Suisse sur une niche de musique. Donc, on parle de centaines de milliers d'euros mensuels en chiffre d'affaires et ils ont des boutiques physiques. Parce que du coup, donc, on a des enjeux de développement de haute performance. Ouais. Et donc, développement et maintenance. etc. Et une minute offline coûte X et voilà, d'euros. exactement. Donc, en fait, par exemple, là, on a travaillé sur des enjeux de server-side avec Google Ads. On a, du coup, bien sûr que moi, j'ai besoin c'est moi, par exemple, qui, en amont, me suis tapé tous les tutoriels de Google Ads et qui en server-side. Donc, techniquement, aujourd'hui, c'est pas moi qui suis en mesure de faire le PHP pour développer le plugin server-side, mais c'est moi qui maîtrise du coup tout GTM et qui a la vision sur Google Ads. Bon, là, on est rentré un peu en technique. Ouais, mais en gros, les gens ont compris, quoi. Voilà, l'idée, c'était de comprendre que je suis encore très tech. À tous les rôles. Et effectivement, je suis encore très CTO, malgré ce qu'on pourrait penser. Voilà. Il y a un autre prix à payer. Dans tous les cas, CTO, soyez-en sûrs. Parce que pour le coup, moi, je lui laisse ce rôle-là et puis très très fort. Et puis je m'occupe vraiment de rien sur cette partie-là pour être sûr qu'il la remplisse. Mais il y a un autre prix à payer aussi. Aujourd'hui, tu as un super bureau debout, hyper feng shui. Tu as ton petit tapis de marche dans ton bureau, machin. Mais c'est pas que pour l'affaire Silicon Valley. Il y a aussi une réalité. Là, on est sur une table haute, c'est aussi une réalité. Quand on part en voyage, machin, tu viens pas me voir à l'autre bout du monde aussi rapidement et aussi facilement qu'on pourrait le faire ou qu'on aurait aimé le faire, qu'on l'aurait imaginé peut-être même aussi. Parce qu'il y a un autre prix à payer. Ça a été du coup un peu le stress, le travail, et tu t'es un peu niqué. Alors, c'est pas lié à ça de base, mais je me suis blessé de base donc sur un accident assez basique. Donc, j'ai une hernie discale, pour les gens qui savent. C'est en gros quand on dit ce qui sort et qui touche le nerf. Ça arrive à beaucoup de gens. Sauf que la problématique, c'est juste que effectivement, quand tu travailles du coup autant, ça te nique encore plus et tu peux pas guérir. Donc, tu as deux solutions. C'est soit tu vas à l'hôpital et tu te fais opérer. Et donc, dans ce cas-là, tu es 1 mois et demi minimum à l'IT. Ce que d'ailleurs, j'ai un de mes salariés qui a fait cette opération. Donc, il connaît bien, etc. Et effectivement, tu faut arrêter le travail pendant 1 mois et demi. Quand tu es en pleine croissance, donc en fait, tu as deux solutions. Tu peux très bien partir, potentiellement, techniquement parlant, je peux être libre. Mais ce choix, justement, de la croissance fait que, non, 1 mois et demi, mon agence, elle peut pas... elle me demande, je peux pas partir pendant 1 mois et demi. Je pourrais si on faisait pas de la croissance. Mais en croissance, c'est pas possible. Voilà. Si j'avais fait le choix de rester, de stabiliser mon activité, oui, j'aurais pu partir à l'IT 1 mois et demi. Mais quand tu décides de faire de la croissance, tu ne peux pas partir 1 mois et demi à l'IT. La deuxième solution, c'est celle que j'ai choisie. C'est en plus de travailler dur, en plus d'avoir la pression, c'est de faire une rééducation permanente. Donc avec tapis de marche. Donc oui, c'est physique. J'ai des tensions en fin de journée. C'est aussi le prix à payer le soir quand je rentre chez moi. Voilà. Donc en tout cas, c'est potentiellement des problèmes de santé, potentiellement de la pression, potentiellement du stress. Apprendre aussi à manager tout ça. Un peu au détriment de ta vie perso. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ta vie perso, elle passe un peu au plan secondaire par rapport à ta vie pro? C'est certain. Là où je vois que ça a un impact, c'est avec ma famille. C'est sûr que je suis beaucoup plus distant avec eux que avant. Après, j'ai toujours été un peu distant. C'est toujours mes parents m'ont éduqué à être assez indépendant et donc j'ai toujours eu cette indépendance que j'ai depuis le début. On est quand même proche avec mes parents, mais on est proche, mais c'est vrai que on est quand même une certaine distance. Après, bon, ils habitent plus à Paris, mes parents, donc aussi ça crée une distance naturelle, on va dire.
Mais oui, je dirais surtout sur la point de vue famille. D'un point de vue ami, j'ai quand même un petit cocon qui fait que je les vois de temps. Enfin, je les vois assez, on va dire assez Ouais, pour. tu sors quoi, une fois, voilà. 2 fois par semaine quand même? Non, je sors beaucoup moins. Mais en fait, c'est ça. À partir du moment où j'ai fait de la croissance, c'est-à-dire que quand j'étais entrepreneur, je sortais effectivement une fois par semaine à peu près. Maintenant, non, je sors une fois, je dirais une fois toutes les 3 semaines. Donc, non, je sors beaucoup moins. Après, ça dépend qu'est-ce que tu appelles sortir. Est-ce que aller voir nos amis de Flomodia à côté, ça compte ou pas? Est-ce que c'est une sortie? Non, moi, Je sais je compte pas. pas. Je compte pas. Mais effectivement, si on compte Si tu rentres bourré, ça compte. non, tout ce qui est lié, si on compte pas effectivement lié au business, dans ce cas-là, effectivement, c'est une fois toutes les 3 semaines. Ouais. par Et mois. donc, t'as clairement ta vie pro qui est au centre, quoi. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Après, vie perso, je suis toujours avec la même copine là maintenant depuis Quelques années. quasiment, Ouais. quasiment 4 ans. À fêter nos 4 ans là, bientôt en novembre. Ouais. Tu Voilà. connais la date, ça va? Ça, t'inquiète. En fait, il y a 2 dates, c'est pour ça. Je sais pas à partir de quand tu comptes. Donc, Mais ça, je leur ai dit d'arrêter de compliquer les trucs, 2 dates, 2 trucs, machin. Il y a un seul anniversaire, c'est ça. simplifier On va dire un c'est peu novembre, le process, quoi. Tiens, avant de parler d'oseille, toi, t'es en mode vive la France. T'as monté une chaîne YouTube, on en parlera un petit peu après. T'as mis une vignette avec des drapeaux français partout, etc. T'es plus patriotique que le RN bientôt, là. Mais, mais du coup, t'es en mode tous les gens qui disent que l'expatriation pour gagner de l'argent, c'est des clochards et qu'on peut monter une boîte en France, s'enrichir en France et entreprendre en France. Alors ça, j'en suis persuadé. Alors ça, pas du tout. Alors oui, je suis patriote, mais c'est pas lié au fait que je suis patriote que je suis resté en France, parce que j'aime bien la vie parisienne. Pour moi, vraiment, je pense quand même que la plupart des gens, et qu'effectivement, en tout cas sur le marché français, je parle, on va dire ce qui est, mais ceux qui partent et qui effectivement sont forcés, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'infoproduit, etc., ils sont quand même très proches de scam. Il faut dire ce qui est. Il a dit les termes. Il faut, voilà. C'est pour TikTok. Moi, il n'y a pas de problème. Effectivement, il y en a qui ont gagné leur premier million en faisant du no-ship. Bon, c'est pas, voilà, moi, c'est pas là-dessus où. Après, chacun, effectivement, moi, j'ai pas de jugement de valeur là, par rapport à ça. Mais en tout cas, ceux qui ont des vraies boîtes, entre guillemets, tu peux très bien avoir une vraie boîte à l'étranger. En France, le fait de structurer, etc., fait que tu vas pouvoir le revendre en tout cas plus facilement que si tu es un entrepreneur français, moi je sais pas, à Dubaï ou en Estonie par exemple, parce que c'est les deux, ou à Malte, non, c'est peut-être plus Malte, je sais pas quels sont les spots aujourd'hui. Les plus scammy, ça reste effectivement. Non, mais scammy, c'est pour ça en fait, encore une fois, bien ça sûr. dépend. Mais on va pas se mentir, il y a quand même des gens qui sont quand même très connus et qu'on voit un peu partout, qui sont quand même très proches, si on peut pas dire que c'est du scam. Voilà. D'idées non. Balance. Donc, bon, il y en a beaucoup qui. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que l'argent, effectivement, en France, tu le récupères au moment de l'exit. Donc, avec un système de holding, ça, pour toi, c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut comprendre qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, tu t'enrichiras en perso quand tu vends. En France, effectivement, si tu veux un lifestyle, c'est sûr. Je suis pas là pour jeter la pierre. Si tu veux pas de la croissance, encore une fois, moi, je te parle du sujet quand tu parles de la croissance. Si tu es un entrepreneur lifestyle, et que tu veux profiter et faire du 40 heures, etc., pars en Thaïlande. Effectivement, tu auras un niveau de vie largement supérieur. Je suis pas là à te dire qu'il faut que tu restes en France. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est juste que si tu veux faire de la croissance, tu as des outils aujourd'hui fiscaux qui te permettent de développer une vraie équipe et une vraie entreprise. Je veux dire, aujourd'hui, l'homme le plus riche, je crois, après, ça varie, les classements, ils varient, mais on va dire que des Bernard Arnault, etc., enfin, je veux dire, ils ont fait leur fortune en France grâce au système un peu de holding et compagnie. Qui sont des systèmes fiscaux très avantageux. Donc, pour moi, c'est un mythe. C'est-à-dire que si tu fais de la croissance, en France, tu peux t'enrichir autant que si tu étais en offshore. Sauf bien sûr si tu fais du scam. Si tu fais du scam, c'est la différence. C'est là-dessus où effectivement, le scam n'est pas une solution, les amis. En France, effectivement, tu te feras choper. Si t'es à Dubaï, non. Il y en a effectivement qui font du scam. Il y en a qui volent des sites. Il y en a qui. Il y en a qui nous copient. Il y en a qui nous copient. Il y en a qui nous copient et qui disent aux gens, faites du scam. Il y en a qui font de l'infoproduit. Il y en a qui font du chargeback. Donc, comment on appelle ça, les gens qui prennent des stripes et qui font du charge. Et qui rechargent. Nous, Enzo, désolé, on aurait pu faire plusieurs fois des millions nets en faisant ça. Avec le nombre de clients qu'on a par Stripe, effectivement. Mais si on reprenait juste 50 centimes à chacun de nos clients. Ce que je veux te dire, c'est que la vérité, c'est que c'est que ces gens-là, ils vont non pas pour une question fiscale, mais juste parce qu'ils veulent pas se faire choper. Bien sûr. C'est autre chose. Ok.
Donc, si tu fais les choses bien, effectivement, tu récupères l'argent. Moi, pour faire mes calculs. Tu vois, ça, c'est pour toi, ça. Ça, c'est pour toi parce qu'il a mis du demandé blanc. Du vin rouge. Ben oui, ça veut dire que le chef, il t'a écouté. Aïe, aïe, aïe. Il fait chaud, c'est pour ça. J'ai dit il fait chaud. Il a dit bon, je vais ramener du vin blanc parce que sinon, ils vont être. Je vais avoir des auréoles là tout à l'heure. Du coup, les amis, c'est vrai que vous l'avez compris. On est dans le format. On passe à table. Et donc, ça passe à table. On va avoir bien évidemment le menu du chef Vartivar qui va nous envoyer une petite expérience culinaire incroyable. Et bien évidemment, saupoudré d'une expérience alcoolisée incroyable. On a commencé bien évidemment avec les fameux cocktails du Campelli, avec un Campelli pour moi, boisson effectivement très féminine, hein, on ne le dira pas pour pas se faire bloquer sur les d'autres termes. Et Tristan t'avait pris un old fashion, retravaillé, revisité. Très bon, mais ça m'a donné chaud. Et là du coup on est au vin blanc avec à mon avis l'entrée, peut-être que l'entrée c'est du poisson, ça doit peut-être être comme ça. Ça arrive. En tout cas, ce que je veux te dire, c'est juste que du coup, bon, on verra, mais il y aura certainement une petite update. Je ne sais pas si tu fais cette vidéo quand tout sera finalisé. Je n'en dis pas plus, mais après avoir fait des calculs, effectivement, je te garantis que en offshore ou non, on récupère le même argent en étant entrepreneur à partir du moment de l'exit. C'est juste de l'argent différé. Voilà. Et avec après des systèmes de défis que tu peux très bien t'y retrouver. Plein d'opportunités le seul problème, France pour entreprendre. Le problème, c'est simple, il faut dire ce qui est. Si tu fais de l'e-commerce, le problème en France, c'est la DDCGRF. Donc, encore une fois, c'est si tu as des problèmes de non-conformité. That's the real fucking problem. De non-conformité ou de problème de scam. Ok. Et ils vont certainement regarder cette interview. Bonjour les gars, salut, ça va? Le vrai problème fiscal en France, moi je vais te dire, c'est pas ça le problème. Le problème fiscal, il y en a deux, selon moi. Le premier, c'est les charges patronales. Effectivement, tout ce qui est charges sociales, quand tu emploies, donc c'est pour ça que employer des freelances, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est vrai qu'il y a un gros problème au niveau des charges sociales. En France, c'est vrai qu'on se fait défoncer au niveau des charges sociales, hein, mais ça n'a rien à voir avec l'IS ou la TVA. Et puis la tristesse. Tu as envie de donner 500 balles à un salarié, ça te coûte 1000 €. C'est pas possible. Et le deuxième truc qui, selon moi, empêche l'entrepreneuriat, c'est l'abus de bien social. Je dis pas qu'il faut ne pas contrôler, etc. T'as envie de passer des petits restos le week-end. Je te dis juste que, effectivement, t'as quand même la loi encadre quand même beaucoup de choses, effectivement, d'un point de vue dépenses de société. Ce qui est pas le cas en Espagne, par exemple. Voilà, il y a quand même des choses. Ça doit être c'est une incentive aux entrepreneurs. Pour moi, la France devrait, avec justement un IS aussi élevé, bien sûr qu'il faut pas qu'il y ait d'abus. Exactement. Mais il y a quand même des choses qui font, par exemple, tu vois, là, on se fait un resto, ça rentre typiquement, on fait passer. En fait, c'est pour ça qu'on met des micros. Voilà. On voulait bouffer, les gars. En fait, on avait faim, on voulait pas payer, on voulait mettre sur la facture, quoi. À moins d'avoir ce type de setup, c'est un peu plus compliqué. C'est quand même un peu contraignant, vu le prix de l'agence de production qu'on adore, qu'on embrasse, bien évidemment. Ça fait cher le repas, quoi, pour le mettre en frais. Ouais, peut-être que justement, il y a tellement d'impôts. Je pense qu'en fait, dans ce cadre, effectivement, où vous l'avez compris, du coup, t'entreprends en France, tu vas pas t'enrichir en perso, c'est la société qui va s'enrichir, tu vas gagner ton argent quand tu vas revendre ta boîte ou quand tu vas vendre tes parts ou peu importe. Dans ce cadre-là, la chasse à l'abus fiscal est trop dure. En fait, je pense que c'est dans ce cadre-là. En Espagne, l'abus de bien social n'existe pas ou est complètement différent. Mais il n'y a qu'en France où ça existe. Aux États-Unis, pareil. Et effectivement, il y a cette frustration de... c'est une épée de Damoclès, en fait. C'est une épée de Damoclès. Typiquement, moi, quand je me suis lancé, 2016, je monte ma boîte, premier salarié et tout ça, je découvre les trucs, je comprends rien à rien, mais bon, je découvre. Je sais pas si je peux mettre mon voyage en Thaïlande comme étant une charge professionnelle. Je vais faire des vidéos YouTube, mais est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre pas? C'est toujours un peu assujetti à je ne sais pas quoi. Et c'est assez compliqué. Tu as toujours l'impression de ne pas pouvoir faire ce que tu veux avec ton oseille, quoi. Et moi, il y a un truc quand même qui m'a révolté. C'est Asher qui en parlait dans une de ses vidéos, de ses podcasts. Il expliquait qu'il s'est tapé 2 contrôles fiscaux. Bon, il est dans les cryptos, c'est un sujet sensible. Mais bon, ça se voit que c'est un gars qui cherche à faire bien les choses. Il veut faire les choses bien. Il est certifié AMF. Enfin, je veux dire, il y a rien de mieux que... La France ne pouvait pas espérer un entrepreneur comme Asher. C'est clair. Et je pense que c'est c'est une chance d'avoir ce type d'entrepreneur le en chef. France. Messieurs, super. J'ai entendu que vous avez faim. Et oui. On n'a pas la même entrée, c'est ça? Ben oui. Tu as commandé des choses différentes. On va la passer. Ma cuisine déjà est basée sur le partage avant tout. Donc vous allez tout partager. Donc quelque chose que je vous ai pas dit. Ici, chaque plat a une certaine appellation. Mais c'est des petites gimmicks, on va dire ça. Donc ici, vous allez retrouver le chouf, l'heure d'Orient. Parce que ça, c'est vraiment un retour vers l'enfance la plus profonde que vous pouvez trouver dans mes souvenirs. Avec le chou-fleur et le tahini. Le tahini qui est une pâte de sésame
que d'essayer de retravailler en 4 textures différentes. On va la trouver la sésame torréfiée, on va la retrouver façon pesto coriandre, avec le tahini, du tahini complet. Donc vraiment ces saveurs qui vont se ping-ponger. Le chou-fleur en 2 façons également, donc accru et également cuit et confit. Et le tuile de sumac qui est une épice légèrement acidulée. Et juste ici, on va faire une petite dédicace au patron et créateur de ce restaurant, un des deux bien sûr, Jojo. Donc ça s'appelle le poulpe de Jojo. Je me suis inspiré de ses racines et bien sûr je suis venu rajouter les miennes. On va retrouver tout au fond du poivron confit avec sur le dessus du poulpe qui a été tout simplement cuit. Vous allez voir une tendresse inégalable, ça va être juste parfait. Ensuite une émulsion de parmesan sur le dessus qui va apporter une légèreté à l'assiette. Une tuile d'ail qui est en format de plume. Et on va finir avec des zestes de citron et du persil frisé. Ça me paraît vraiment de haut en bas top, hein. Et on tape. Du haut en bas et on tape. Merci beaucoup, chef. C'est une belle histoire. On va taper. On va y aller, à toi l'honneur. Alors tu me poses une question comme ça, je parle pendant que tu manges et après tu pourras toi filer une anecdote pendant que mais quel gestionnaire de podcast, Tristan. Je sais pas. Ouais. On en était du coup sur la France, le fait que ça soit bien d'entreprendre en France, qu'il y ait plein d'opportunités. L'exit, on en était où? J'allais te dire de contrôles fiscaux et j'allais te parler de l'histoire de Asher, qu'on a un bon qui white hat côté crypto, qui a expliqué effectivement qu'il s'était pris 2 contrôles fiscaux, un qui s'était bien passé et un où il expliquait lui-même, hein, c'est son expression, que le contrôleur était venu casser de l'entrepreneur. Et donc quand t'as cette mentalité, effectivement tu te dis mais on se met des bâtons dans les roues quoi. Et ça clairement c'est vrai que c'est ce qui me dérange en France en tout cas dans l'entrepreneuriat. C'est pas les impôts, c'est pas la TVA, c'est pas tout ça. Ce qui me dérange c'est vraiment cette mentalité qui fait que on n'incentive pas assez les entrepreneurs en fait. Raconte-nous ton contrôle des GCCRF. Non, ils étaient très très gentils les contrôleurs. Non, moi juste de la mise en conformité, c'est assez classique. Rien de spécial. Il t'envoie un email, il te demande de... C'est une lettre recommandée, mise en conformité. Après, moi, j'avais cherché à faire les choses bien dès le début, hein, donc j'avais pas grand-chose à changer. Hein. Non, c'est surtout d'autres clients qui eux étaient un peu plus. Effectivement, j'ai eu d'autres histoires de clients effectivement qui ont cassé un peu plus les pieds à des clients. Ouais. Non, moi, ce qui me révolte, c'est par exemple, je vais donner un autre cas. J'ai dans mes clients des entrepreneuses qui travaillent sur le syndrome de l'intestin irritable et qui vendent des compléments alimentaires, de l'alimentation sur un type de maladie, tu vois. Et donc niche santé. Et en fait, elles se prennent un contrôle parce qu'elles peuvent pas associer des produits, des articles de blog. Enfin, il y a des règles comme ça d'un point de vue qui cassent un peu ton SEO et qui empêchent les stratégies de base d'un point de vue SEO. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? T'as un entrepreneur qui fait la même chose en Suisse. Il leur nique leur business parce il n'est pas assujetti aux mêmes règles. Donc c'est complètement stupide. Moi, c'est ça qui me dérange. Non, mais c'est typiquement français en plus. J'ai quand même l'impression que tu as quand même t'as plus de règles en France et justement c'est pour ça que tu as plein d'entreprises qui se font niquer en France. C'est parce que tu vas avoir des règles qui sont en plus des règles européennes françaises qui du coup n'ont pas les mêmes règles et du coup tu as quand même des entreprises qui sont pas en France qui peuvent vendre en France liées aux accords européens. Mais du coup, des entreprises françaises qui, elles, sont assujetties aux France, ne peuvent pas, elles, vendre en France. C'était typiquement le problème sur Amazon, où tu avais des Chinois qui vendaient sans rien payer à personne et qui défonçaient le marché Amazon France, là où des entrepreneurs étaient en train de se faire voler leur marché sous leurs yeux sans vraiment pouvoir faire quelque chose, quoi, tu vois. Allez, mange. Ouais, je vais manger parce que là, effectivement, ça m'a l'air vraiment bon. Il m'a dit de taper au fond. J'ai cru que je pouvais taper ça avec la cuillère, mais au final... Tape au fond, ça me rappelle d'autres histoires, moi. La fistinière, ça vous parle un peu? Non, c'est vrai que c'est bon quand même. C'est bel endroit. Bon. T'as fait de la pub un peu pour... On a fait de la pub un petit peu, ouais. Et puis l'idée, c'est effectivement plus que de faire une pub un peu à la con, aller manger, machin. L'idée, c'est de pouvoir mettre en avant la créativité de l'entrepreneur, de l'artiste, du chef qu'il y a derrière et qui effectivement te raconte son histoire, quoi. Quand il te raconte son histoire, quand il te raconte l'histoire du plat, quand il t'amène de pourquoi est-ce qu'il a choisi les saveurs, comment est-ce qu'il les a mis ensemble, je trouve ça fascinant. Mais c'est l'entrepreneur qui vend qui pitch en fait, qui pitch sa boîte. C'est le Steve Jobs qui nous a tous fait bander sur une conférence de l'iPhone, tu vois. C'est la même chose. Et puis c'est une éducation. Moi, j'ai jamais appris à bien manger. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais appris ni à bien manger, ni à
faire mon palais, tu vois, apprendre à marier les saveurs, les trucs, les machins. Donc je prends beaucoup de plaisir à m'éduquer là-dedans. Et puis l'alcool aide, puis on passe un bon moment, et voilà. Mais tu vois, ça, c'est ce qui me manque le plus quand je voyage. C'est la cuisine française. À moins d'aller en Italie ou dans des pays où tu manges quand même très bien. L'Italie, c'est incroyable. Par contre, t'as tout mangé. Bah, du coup, moi, je me presse, tu vois. Je me dis. C'est-à-dire que là, il vient de me ken. Voilà ce qu'on appelle un associé, les amis. Associé à 50-50. Il a pris l'assiette, il a tout mangé, il me l'a rendu vide. 50-50, frère. L'idée, c'était qu'on partager. Bah oui, pour moi. C'était mon principe. Ah, ok. Tu vois, maintenant, regarde, moi, je suis fair play. Ça te coûtera 15 points en fin d'année. Je vais te passer plus de. Non, c'est ça, du coup. Et c'était bon? C'était franchement le poulpe. super bon. Mais vas-y. Alors, ton chou-fleur, du coup. Non, mais parce que je me dis, c'est compliqué ce podcast. Allez, attends, concept, c'est moi qui rince. On lui enverra la facture Flomodia. Ok, les copains, merci beaucoup. Par contre, t'as piqué. Ouais, ça, c'est les miens. Ouais, donne ma fourchette, s'il te plaît. Il y a des petits ajustements techniques. Il y a des ajustements techniques, mais on y arrive. Attends, mange un peu plus quand même. Tu vas pas me laisser tout ça. Une des règles principales, c'est d'essayer de faire des choses. C'est super bon, frère. J'ai jamais mangé un chou-fleur qui était aussi bon. Le truc, il a du goût, il y a des textures différentes, ça croque, c'est mou. Non, mais vas-y. Termine. Mais goûte déjà jusqu'au fond. Il faut que tu goûtes avec les trucs, les machins, non, vas-y, fais-toi plaisir. Et c'est ça, tu testes des choses, quoi. Quand on monte ce projet là avec l'équipe de prod, je leur pitch un truc en étant à l'autre bout du monde, en disant j'arrive la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, combien ça coûte. Et on essaye, quoi. On n'est pas sûr dans quoi on met les pieds, on n'est pas sûr si manger, boire avec des micros, des trucs, comment ça va rendre, on n'a aucune idée, mais on essaye, puis on voit ce qui se passe. Je pense que ça fait aussi partie de ça, l'entrepreneuriat. Nouveau concept en tout cas. J'espère que vous appréciez ces bruits de mâchement. J'espère que c'est agréable à l'audio. Ces bruits de bouche. ASMR. Je connais des potes qui sont misophones. C'est ça, un misophone. Ils détestent les bruits de bouche. Dédicace, frérot. Du coup, revenons un peu sur l'oseille. Ça gâte bien l'entrepreneur? Alors, c'est toujours pareil. Entrepreneur lifestyle ou entrepreneur Tu gagnes bien, en toi? France? Combien tu gagnes? Donne-nous des chiffres. Fais-nous rêver. Fais-nous un TikTok. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que c'était quoi le script dans Mission Cléopâtre? Script, c'est un bon métier, c'est ça? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce que script, c'est une bonne situation? Alors, moi, déjà, j'ai pas de salaire. Je me verse des dividendes. Oula, la chemise noire était stratégique. Félicitations. Le dégât. Moi, c'est sûr, ça se verra tout de suite. Faut pas que je fasse la boulette. C'est pour ça que vous me voyez un peu plus stressé là quand je mange parce que j'ai une chemise blanche. Non, pour revenir du coup à ta question, je me verse des dividendes. C'est le problème du coup en France. Effectivement, si du coup tu es dans un pays offshore, pour revenir à ta question, tu pourrais te payer beaucoup plus, je pourrais me payer beaucoup plus. Si tu veux capitaliser en France, c'est à la revente, donc c'est de l'argent différé. Donc non, je gagnais beaucoup plus à ma première année en étant freelance. J'étais à plus de 10K par mois, et effectivement en étant freelance. Et aujourd'hui, je pense que si tu ramènes mes dividendes, je dois être à 3K, un truc comme ça. Après, bon, on a eu de la chance avec les cryptos. Hein. Il y a une petite période crypto quand même. Donc on va dire que c'est toujours pareil. Ça dépend comment tu comptes en fait. Ça veut tout rien dire. Si tu regardes mon salaire. C'est ok pour toi? Mais en fait, j'ai un détachement complet, je suis dans la croissance. Je veux dire, si je voulais me payer plus de 10K, je pourrais me payer plus de 10K. Encore une fois, c'est un choix stratégique. C'est un choix. Faut être aligné avec ta décision de base. C'est aligné avec une décision, en fait. Je pourrais même me payer en vrai beaucoup plus, mais c'est complètement, enfin, ça serait débile en France, du coup. Pour en revenir au sujet de base. C'est ça. Il faut comprendre que te mettre des salaires et essayer de t'enrichir en perso, tu vas te faire saigner parce que t'as plus de 50% qui sautent. J'aurais pu, encore une fois, enfin, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Donc, un peu d'argent juste pour investir. Mon argent personnel que j'utilise dans la vie de tous les jours, c'est déjà avec des investissements passifs. J'ai pas besoin, je pourrais déjà tout quitter et je vivrais très bien, je pense. Et du coup, par contre, parlons-en parce que là, pour la première fois de ta carrière d'entrepreneur, tu veux prendre un appartement qui coûte une couille. Et là, tu te confrontes à d'autres problèmes de l'entrepreneuriat en France. C'est-à-dire que comme tu es en dividende, que tu n'as pas forcément de salaire et que non plus tu n'as pas des salaires qui sont énormes, bah, quand tu veux prendre un appartement à Paris dans lequel la douche n'est pas dans la cuisine, c'est compliqué. Non, je pense que c'est juste effectivement un discours. On a un discours très CDI en France. Ils veulent tout à grosse boîte, les propriétaires. Je parle à cause des lois encore peut-être, en fait, qui protègent pas assez les propriétaires.
Frère, C'est juste que tu sais si... qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu parler, petite pause, mais c'est pas grave, vous êtes là avec nous les gars. Il parle de louer ton appartement du coup pendant le JO, etc. Machin, opportunité de malade, et les prix vont monter de ouf. Sauf qu'en fait, comme toute opportunité, il y a aussi un risque et un prix à payer. Et le prix à payer, c'est quoi? Et je l'avais pas vu venir. C'est de te faire squatter. Ben, Imagine, tu te fais squatter par 4 Moldaves, frérot. J'ai rien contre la Moldavie, je vous aime. Mais tu te fais squatter par 4 types. Ou même pas, tu as 2 couples, ils se pointent dans ton Airbnb, tu vois que du feu, frère. Tu les laisses là, ils passent une semaine, ils bougent plus, ils changent la serrure, ils sont chez eux, frère, avec les lois françaises actuelles. T'imagines la dinguerie? ça arrive rarement, mais c'est sûr que si tu tombes dans le pourcentage, tu te fais niquer. Ben là, il va tellement y avoir une demande forte, une offre où les gens ils vont être prêts à encaisser tout et n'importe quoi. Ça va être de malade. Avec les lois qui viennent de passer là, ça va être incroyable, je pense, le nombre de scams qu'il va y avoir. On verra effectivement ce que ça donne. Mais oui, je dis pas que effectivement. Ou encore mieux. Dis-moi. Tu loues et tu sous-loues à un mec qui va squatter. On est en France. Méfiez-vous. C'est le problème. Je dis pas que c'est rose d'être en France. Je dis juste que moi j'ai fait mon choix parce que j'aime bien la vie parisienne. J'ai l'impression que c'est limite un reproche parce que toi tu me poses en question, tu sais bien. Mais c'est vrai que parfois, dans la peau parfois de questions, ah toi t'es à Paris, ah toi t'es ici, t'es en France, ah ouais toi t'es pas... Parce que effectivement on fait de l'e-commerce. Souvent dans notre communauté. Normalement c'est écrit Dubaï sur notre front. Voilà. C'est écrit Dubaï effectivement sur ma tête. Effectivement c'est rare. Je pense que peut-être en plus on vend des formations e-commerce. Tu mets vente de formation e-commerce plus... e-commerce, plus dropshipping. Plus dropshipping. Certains de nos sites e-commerce sont en dropshipping. Dubaï. Il y en a beaucoup comme nous, il doit y en avoir d'autres. Mais pas personnellement, dès qu'ils font du chiffre d'affaires comme nous, j'en connais pas. J'en connais un, j'attends. Et sinon, non, il n'y a personne. En tout cas, c'est ce que si vous connaissez quelqu'un qui fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an en faisant du dropshipping, en le faisant correctement sans scammer tout le monde, depuis plusieurs années, envoyez-nous un message. Avec ça m'intéresse. du stock et un seul contrôle des essais GAF parce que tout s'est bien passé. Exactement. Okay. D'ailleurs, le dropshipping, parlons-en. T'es à Paris, il y a un peu ce truc d'image, il y a un peu ce truc de se faire mousser en soirée, c'est quand même sexy quand on monte une start-up dans l'IA, tout ça. Toi, t'arrives avec tes 2 grosses bottes et en parallèle de mon agence, je fais 3 millions en dropshipping. C'est pas sexy. Qu'est-ce qui fait que tu as voulu te développer là-dedans, continuer à te développer là-dedans et que même parfois au détour de conversation, tu me dis si ça continue à marcher, on continuera à le faire? Merci Emma. En fait, c'est simple, c'est juste que c'est une opportunité de business, c'est très lié au travail qu'on fait actuellement, c'est une synergie en fait. Je trouve du plaisir et de justement peut-être le côté effectivement fame, comme tu es en train de me dire avec l'agence, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de la fame. En réalité, je me fais chier dessus parfois. Je me fais chier dessus. Mais du coup, effectivement, c'est quand même lié. En fait, il y a un lien logique entre les deux, tout simplement. Il y en a un qui fait vraiment du cash flow et l'autre qui fait... je fais de la fame, on va dire. Voilà. Et tout le monde dit que le dropshipping est mort. C'est un des trucs les plus rentables qui existent. Hein. Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, dans le dropshipping et parce qu'en plus, t'es arrivé en 2019. T'es un jeune pouce, quasiment, du dropshipping. Là où tout le monde avait déjà arrêté, tout le monde était déjà mort. Bon, t'en as qui se sont ressuscités pendant le Covid, qu'on fait 2-3 scams et machin. Mais mis à part ça... T'es arrivé tard, en fait, quoi. Nous, on fait plus vraiment du dropshipping si tu regardes vraiment ce qu'on fait. Bien sûr que je sais qu'on fait pas de dropshipping, c'est moi qui paye les factures de stock. Non, mais donc je sais, nous, on fait du dropshipping avec du stock. Bah, c'est plus du dropshipping. Ah, bah, d'accord. C'est toujours pareil. Comment est-ce que les gens. C'est plus vraiment du dropshipping, en fait. C'est ça bien le truc. sûr. C'est que ça dépend qu'est-ce que tu vois. Oui, mais c'est sûr que dans la vision du dropshipping de la plupart du paysan moyen, si on prend... Exactement, vas-y, lâche-toi. C'est de vendre une montre qui coûte 3 € et de la vendre 90 balles sur un site en faisant des Facebook ads. Eh ben non. On ne vend ni des montres à 3 €. Alors, on vend des montres, mais pour des montres enfants. On vend des montres enfants. Ouais, les montres enfants, on en vend des tonnes, des palettes. On vend des montres enfants. On vend des montres tout court, je suis impatient de le faire parce que j'ai des projets là-dessus depuis genre 1 an et demi. Par contre, non, on fait ni des coefficients x 8000 et pour le coup, on vend pas encore de montres avec les stratégies là, quoi. Ni de Facebook Ads. Ni de Facebook Ads. Donc effectivement, on a un peu de Facebook Ads qui tourne, mais c'est léger. Ouais. 5% du chiffre d'affaires.
Donc voilà, effectivement, c'est pas vraiment ça le dropshipping. Le dropshipping, ça reste quand même, enfin, c'est le truc, c'est sûr que, enfin, moi, c'est vrai que je me suis posé pas mal de questions, on en discutait tout à l'heure, Webflow, WordPress, et Webflow, c'est à mode. J'étais très attiré par le design. J'aurais pu monter une agence Webflow. Mais c'est sûr qu'avec notre méthodologie, etc., ce qu'on a développé avec, ça peut être que sur WooCommerce. Ça peut que être sur WooCommerce. On n'aurait jamais eu autant de cash flow avec notre stratégie sur ce truc. Même sur Shopify. C'est impossible. Donc en fait, je sais que j'ai fait le bon choix, tu vois. T'es passé de 100 000 euros par mois à 3 millions d'euros par an avec l'e-commerce, mais c'est toujours pareil. T'as 1,5 million l'agence sur l'année dernière et t'as à peu près effectivement 4 millions l'e-commerce. Et cette année, on verra, mais c'est sûr que ça va être les deux bien plus élevés sur les deux. Comment est-ce que tu vois ça? Tu vois ça de quel œil? Est-ce que pour toi c'est genre fou? C'est virtuel. Non, c'est virtuel. Parce que j'ai pas profité du lifestyle que cet argent permettait, parce qu'encore une fois, capitalisation et oui, j'ai pas le droit de payer, oui. C'est dur la vie. Non, mais détachement, parce qu'à partir du moment où t'as la liberté financière, que de toute façon t'as pas un lifestyle qui dépense énormément, tu le vois pas. Alors oui, t'as toujours des beaux restos de temps en temps, de très beaux hôtels qui passent par-ci par-là, mais c'est pas. Comment tu le vois? C'est cette croissance rapide. Ça représente quoi pour toi? Non, moi, ce qui est vraiment... de toute façon, je me rends compte qu'on reste des bébés. Enfin, je veux dire, ce modèle dropshipping, ça reste quand même pour des bébés entrepreneurs à la base. Nous, on a scalé un truc qui est à la base pas un truc scalable. C'est-à-dire qu'à la base, dropshipper, c'est quand tu veux juste gagner ta liberté financière et t'es pas en train de faire réellement une vraie boîte. Et c'est justement ça le cliché. C'est que nous, on a fait une vraie boîte basée sur un truc qui est pas censé être une vraie boîte de base, tu vois. Voilà, c'est ça la différence. Mais au final, ça nous a permis d'éviter des levées de fonds. En fait, notre modèle, l'énorme avantage de notre modèle, c'est juste qu'il est réplicable, qu'il pourrait marcher sur plein d'autres gens. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu as quand même un facteur chance. Tu as un facteur chance et tu as un facteur aussi, on va dire, un peu de momentum et de momentum de temps. Et tu as plein d'entrepreneurs talentueux qui se loupent et qui étaient à ça de réussir. Nous, en fait, on l'aurait fait un an plus tard, un an plus tôt, ça aurait rien changé. Ça change pas grand-chose, ouais. Et on continue de le faire d'ailleurs encore aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une phrase où moi j'ai dit ouais, l'année prochaine, je vais faire une marque. Et tu m'as dit si l'année prochaine le dropshipping marche encore, on fera du dropshipping. Point, fin de la conversation. Et donc du coup, pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. En fait, le truc c'est que t'as. En fait, quel est ton but? Moi, mon but, c'est de développer une entreprise, une agence. Alors, encore une fois, je suis sur deux activités. Une activité qui est de l'agence pure où je fais du service. Le but, c'est d'être la meilleure agence WooCommerce. WordPress aussi. Alors, on est agence WordPress WooCommerce, mais on est très axé WooCommerce. Donc, notre but, c'est vraiment d'avoir la meilleure agence WooCommerce. C'est notre goal numéro 1. En goal numéro 2, la meilleure agence WordPress. On peut pas être sur les deux critères à la fois. Hein. Il y a vraiment une spécificité quand même si WordPress WooCommerce, il y a des spécificités dans l'e-com, bien sûr. Donc ça, c'est un challenge au quotidien. La partie e-commerce rapporte du cash flow et permet d'avoir une synergie entre les deux. Mais encore une fois, c'est juste un développement d'entreprise. Enfin, le dropshipping, c'est juste un modèle. Et c'est pas une baguette magique. Hein. T'es à l'opposé du lifestyle des dropshippers? Ça me va très bien. C'est beau. Ça me va très bien. Je prends beaucoup plus de plaisir, effectivement, à avoir une équipe qui se développe sur un modèle. Et puis, aujourd'hui, on est très peu... Enfin, c'est toujours pareil, c'est du dropshipping parce qu'on a un agent en Chine. Et effectivement, il y a toujours des produits qui sont envoyés depuis la Chine. Mais on a fait tellement de choses qu'aujourd'hui, c'est très peu proche d'un dropshipper qui se lancerait et qui vendrait des produits depuis AliExpress. Ah bah, on a mis tellement de barrières à l'entrée que oui. Ouais. Pourquoi le dropshipping, c'est trop cool? Parce que c'est un modèle où c'est pas toi qui avance le cash flow. Voilà. Bonne réponse, ça fera TikTokable ça? Donc, c'est aussi simple que ça en fait, c'est que c'est pas toi qui paye la croissance de ta boîte. Donc tu peux encaisser et grossir en même temps. C'est ça qui est beau. Tu t'es lancé sur YouTube. Tu es YouTuber. Ouais. Donc t'es bientôt YouTuber, vendeur de formation, dropshipper, tu les collectionnes tous. Agence. Il va vraiment falloir que tu finisses par vivre à Dubaï. Mais du coup, t'es YouTuber. Combien ça te coûte par rapport à combien ça te rapporte? Et pourquoi du coup tu le fais? Je fais un déficit de... C'est combien les gars, c'est combien ma facture, dites-moi? C'est ça en perte. Entre 2 et 4 par mois. Non, je pense que c'est un peu moins parce qu'il y a toi qui est effectivement dedans. Ah mais non, mais du coup, oui, c'est ça, c'est la moitié de la facture. On est entre 4000 et 8000 en fonction de combien on tourne. Non, mais alors,
Effectivement, moi je pense que c'est un canal d'acquisition qui peut être intéressant. J'ai déjà eu quelques leads. Je crois pas avoir signé de lead de YouTube, mais peut-être que je me trompe. C'est encore trop jeune. Ouais. On verra comment ça se développe. L'idée, voilà, c'est d'avoir c'est aussi l'énorme avantage d'être entrepreneur, c'est de pouvoir toucher à plein de choses. Ouais. Je pense que toi et moi, c'est là-dessus on se retrouve, c'est qu'on aime bien faire des choses différentes et qu'on s'ennuie vite. Mais alors que pourtant l'argent est dans l'ennuiement. Écoute, c'est exactement la conversation que j'avais justement avec l'équipe de prod, avec Flo Modia ce midi, en disant j'ai ce truc boring face à moi. On fait de la pub quand même, les gars. Ça fait 3 fois qu'on vous répète. Ça fera moins 30, merci. Et du coup, il n'y avait pas de sponsor sur cette vidéo, les gars, ça peut le devenir. Vous connaissez le tarif, c'est 1200 balles le tournage, donc la vérité, je vous offre 2 épisodes de podcast. Et du coup, c'est ce que je leur dis, c'est-à-dire qu'en gros, là, il y a l'opportunité de continuer à aller encore plus loin et on va faire le 1 million par mois cette année. Et pourquoi pas aller faire 2 et pourquoi pas aller faire 3. En gros, l'opportunité, elle est toujours là. Pourquoi est-ce que j'arrêterais de faire ça? Parce que je me fais chier, parce que j'ai envie de faire autre chose, comme d'habitude, l'histoire de ma vie. Et en gros, c'est boring, mais ça marche. Et toi, ta vision, c'est faut continuer à le faire, ferme ta gueule et t'as trouvé quelque chose, arrête, continuer de miner. En fait, c'est ma vision, mais c'est ma vision, je sais que c'est comme ça, je le sais fondamentalement et je sais que ça fait partie, c'est vraiment ancré et je sais. Mais pourtant, je suis quand même tenté, comme toi, d'aller voir. J'ai peut-être un peu plus de contrôle. C'est peut-être ça la différence. Ouais. Mais j'ai comme toi. On est. Après, je pense que là, pour le coup, il y a aussi les choix de vie qui font que. C'est-à-dire que toi, dans tous les cas, t'es à Paris, t'es là, t'es dedans. Donc en fait, qu'il y ait 1 ou 2 pélos de plus, 10 sites de plus, ça change pas grand-chose. Dans tous les cas, tu dois être là. Moi, je me dis, je peux faire complètement autre chose. Si j'ai envie d'aller vendre des chouchous sur la plage, je peux devenir vendeur de chouchous sur la plage. Et c'est ça qui pousse effectivement mon syndrome de l'imposteur. Puis 2017, frère, je fais de l'e-dropshipping. À chaque fois qu'on a fait autre chose, je dirais pas qu'on s'est pété la gueule, mais c'est moins bien. Ouais, c'est moins bon. Et on se disperse et c'est moins bon. Genre, je me fais engueuler parce qu'on fait que 300 000 € de vente de formation par an, par exemple. Ça vous donne une idée. Et le pire, c'est que t'as raison. C'est-à-dire que mathématiquement, c'est moins intéressant que d'avoir mis 100% du focus et de l'énergie et de l'argent dans notre parc de sites. Ça paraît beaucoup, mais en fait, on aurait pu gagner plus si le focus était ailleurs. Exactement. Et du coup, ça, on en parlera dans d'autres aventures, dans d'autres questions. J'avais une question, mais du coup, YouTube, ça te coûte de l'argent. Pourquoi tu le fais, du coup? Diversification, toujours pareil. Toujours cette peut-être pour 3 raisons. Première raison qui est business, du coup peut-être la plus rationnelle que de se dire c'est un canal d'acquisition comme un autre. Ouais. Et après t'as deux autres raisons qui sont un peu plus inconscientes, moins tangibles. La première raison c'est peut-être cette peur de toujours vouloir diversifier pour toujours se dire tiens peut-être qu'un jour ça marchera plus ce que j'ai aujourd'hui. Ok. Alors que ça marche très bien. Encore potentiellement. C'est infini, j'ai l'impression ce sentiment, tu vois, il est infini. Ok. Intéressant. Et t'as le deuxième sentiment qui est juste de la diversification, de trouver un plaisir quelque part sur une autre activité pro, justement, mais qui est de toujours, remettre du kiff, quoi. qui est toujours lié à ce que tu fais aujourd'hui, mais qui est remettre un peu de kiff dans le quotidien, dans le jour le jour. Et du coup, par exemple, là, ça gagne 0 et t'investis, et pour toi, c'est 100% ok. Et dans tout ce que tu fais, ça devrait être comme ça, ou en tout cas, c'est ta vision, c'est-à-dire... Il y a aucun... Enfin, je veux dire, moi, pourtant, il y a des sujets où parfois je dors mal la nuit, YouTube n'en fait pas partie. Et du coup, il faut investir de l'argent, et je dis pas qu'il faut, je te dis juste que, en tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Et tu fais ça avec beaucoup de choses, parce que c'est ta philosophie numéro 1, c'est le SEO, c'est investir sur le long terme, mettre des graines. Ouais, de toute façon, on verra bien. De toute façon, au pire, on est là. Notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? C'est de tester des choses, de voir si ça se développe, le développer et de capitaliser dessus. Donc, en fait, t'as différents types d'entrepreneurs. T'as des entrepreneurs qui sont du 0 à 1 et d'autres après qui sont après le 0 à 1. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, nous, on est des entrepreneurs 0 à 1. Aujourd'hui, on fait un travail de après le 1. Mais justement, c'est peut-être c'est à la fois notre force et notre faiblesse. C'est-à-dire que notre force, c'est de pouvoir développer de 0 à 1 assez facilement. Ouais. Mais le vrai argent se trouve dans le après 1. Et exactement. On est moins tenté d'être dans le après le 1. Et il y a une réalité, c'est que tu es plus jeune que moi, tu as moins d'expérience que moi, et pourtant, tu as beaucoup moins peur d'aller sur le 1 à 100 que moi. C'est pas que j'ai peur ou pas peur, c'est pour moi, ça rentre pas en compte, c'est juste que la croissance, je trouve vraiment du plaisir dedans. Voilà, c'est une, en fait,
En fait, c'est ça qui est étrange, c'est que fondamentalement, il n'y a pas de plaisir. Tu vois, quand je suis au travail, j'ai pas de plaisir. Quand je suis en train de faire des actions qui sont en place, j'ai pas de plaisir. Le plaisir, il est quand je vois ma vision d'ensemble et quand je m'associe. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer psychologiquement. C'est vraiment un biais psychologique. C'est je m'associe à mon entreprise, je m'associe à cette croissance, je m'associe à l'équipe que j'ai construite. J'ai l'impression d'avoir construit quelque chose. C'est ça le plaisir, il vient de là. Tu définis ta valeur à travers la croissance de ta boîte? Je définis ma valeur certainement, oui. Ce serait mentir que de dire que non. Ouais, inconsciemment, je pense que peut-être qu'un leader, c'est quelqu'un effectivement qui a des gens derrière lui. Peut-être qu'inconsciemment, du coup, le fait de ne pas avoir d'équipe, tu n'es pas un leader. C'est certainement complètement faux. Mais inconsciemment, je pense que j'ai cette pensée. Ouais. C'est quoi les mots de l'entrepreneur en croissance? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps? Qu'est-ce qui tourne pas rond? C'est quoi les questions qu'on se pose qui font mal? T'es focus H24 sur ta boîte, c'est sûr. La question, c'est est-ce que je devrais employer un nouvel employé? Pourquoi est-ce que la personne n'a pas fait son travail, correctement comme toi tu l'attendais? Pourquoi est-ce que tu dois virer cette personne ou non? Est-ce que non, mais les mots, genre les prises de conscience, les questions un peu existentielles que tu peux poser existentielles. Plutôt d'un point de vue psychologique, tu vois, genre l'identité de toi et de ta boîte. Ça peut. La question existentielle, c'est pourquoi est-ce que je m'inflige tout ça alors que je pourrais très bien vivre. Me branler la bite avec un mojito. Ouais, exactement. Pourquoi est-ce que je suis pas sur une plage en train de boire une pina colada alors que je pourrais très bien. Je sais que c'est un chemin et que c'est pas une destination qui compte, donc j'essaie d'optimiser le chemin, mais au final je me rends compte que quand je cherche à optimiser le chemin, je force toujours plus, donc au final je cherche pas vraiment à optimiser le chemin. Donc les questions existentielles, c'est pourquoi est-ce que je fais tout ça, qu'est-ce qui me plaît, est-ce que je vais continuer, etc. Enfin voilà, il y a plein de questions quand même qui se posent. T'es heureux aujourd'hui? Ouais, franchement en vrai je trouve du plaisir dans cette croissance. T'es content? Je suis content. Dis-moi tout. Est-ce que t'as pas des... reprends ton sujet. Je pense qu'on s'égare un petit peu. Non, je sais pas. Non. L'intelligence artificielle, c'est arrivé, tu t'amuses, tu m'envoies des photos de femmes chinoises qui se transforment en femmes russes. En modèle. Alors, raconte-nous. Non, le but, c'est toujours pareil, de pas avoir le syndrome de l'objet brillant quand t'es entrepreneur. L'idée, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que tu peux implémenter dans ce qui est les nouveautés sur un business existant. Donc nous, on a déjà implémenté de la rédaction de fiches produits via de l'IA, donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on a développé ce type de plugin. Aujourd'hui, on est en train de développer je suis en train d'anticiper des développements futurs. Tu développes tout seul, frère. Je sais encore. C'est à 22h quand tout le monde dort. C'est ça, exactement. J'essaie de voir toujours parce qu'on est dans l'e-commerce, le dropshipping, de pouvoir remplacer des photos existantes de modèles chinois par des modèles typés européens, pour tout simplement améliorer la conversion, en fait, automatiquement grâce à l'API stability.ai. Merci à eux. Ça marche très bien. Il m'a fallu un peu de training, mais on y arrive. On va développer un petit peu plugin là-dessus. Martin, tu sais pas encore, mais t'inquiète, tu vas être déçu. Martin, ça arrive, frérot. ça va être très bientôt. L'intelligence artificielle va tous nous remplacer et tous nous tuer. Ça va créer juste des nouveaux métiers. Ça va faire un petit changement, ouais. Mais il y aura toujours autant de métiers. Au contraire, ça va permettre toujours plus de création de la part d'indépendants. Et demain, tu verras des gens qui partent de nulle part et grâce à l'IA de faire des trucs de fou. Tu penses que ça va faciliter quoi? Ça va faciliter plein de métiers artistiques. Les audios, les vidéos, les films. Tu auras des films faits en IA. Tu auras... il y a vraiment plein de créations qui vont être faites en IA. Ça va être... Moi, je vois pas de remplacement. Enfin, ça va être des nouveaux métiers qui vont émerger. Est-ce que Internet a remplacé le monde du travail? Non, il a juste créé des nouveaux usages. Ça va être la même chose. Il y a quand même des gens qui sont morts. Il y a des métiers qui sont morts. Il y aura des métiers qui vont mourir. Mais il y aura toujours des nouveaux métiers. J'avoue que j'avais pas de réponse. J'avais un blanc, il n'y a que ça qui m'est venu. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'Emma arrive les mains pleines. Avec du rouge. Avec du rouge, ça veut dire qu'un nouveau plat va arriver. Oui. On va terminer complètement cuit. Parce que souvent, c'est vrai qu'il y avait des podcasts. J'ai vu des concepts de podcasts où les gens devaient boire. Aux States, il y en a pas mal. Il y a Oussama récent qui a lancé un truc. Mais mais ils ont pas bu. Ou alors ils ont bu un verre. Ils ont bu un verre. Un verre pour les enfants. Il faut qu'on leur explique. Il faut que j'aille. Ici on boit. Oussama, mon frérot, j'arrive. On va se prendre une vraie tôle. On va raconter des belles conneries et ça fera des beaux shorts. Effectivement, j'ai vu. TikTokable, comme dirait mon ami Momo. J'ai vu le dernier podcast d'Oussama, j'étais déçu. Ils ont bu un verre, effectivement. Mais qu'un verre. Un verre, ouais. Ça devait être réponse. Alors que pour le coup, ma vision du format
et du personnage d'ailleurs d'Oussama qui est incroyable. Ça doit être dans l'abondance. Tu peux pas boire un verre. Si tu ouvres la bouteille est finie, sinon tu ne repars pas du podcast. Quitte à faire des podcasts de 6 heures. Chacun sa descente. On n'a pas tous été bien lotis. Voilà, moi j'ai grandi dans une famille d'alcooliques, pas vous. Bah chacun sa merde. Mais du coup, t'as prévu du coup des questions un peu plus pimentées, je sais pas justement. Qu'est-ce que t'as signé là? Je sais pas. Tu t'as déjà parlé, t'as déjà enlevé quelques tabous comme l'argent juste avant. On a parlé un peu d'oseille, on a parlé de la DGCCRF, mon gars. C'est le tabou le plus important de l'e-commerce en francophonie, je veux dire. Allez, santé. La dernière fois, au détour d'une conversation, tu me disais que tous les mecs devraient maîtriser un peu la tech. S'ils n'ont pas de compétences tech, c'est que c'est des bites. C'est peut-être pas tes mots, c'est peut-être mon interprétation, mais bon. L'importance de la tech. L'importance de la tech. En fait, la tech te permet de comprendre des logiques, mais ça peut être la tech aujourd'hui grâce au no-code, ça peut être du no-code. C'est pas obligé de savoir coder. Tu as des logiques code qui sont en no-code qui existent aujourd'hui. Donc au moins comprendre la base de l'algo. Mais c'est au moins comprendre effectivement les logiques de comment ça fonctionne. Sans ça, c'est sûr qu'on n'aurait aujourd'hui pas notre parc. On n'aurait pas notre parc effectivement e-commerce. L'avantage de notre parc e-commerce, c'est qu'on a fait quand même des développements assez tech. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure pas Shopify, c'est qu'on n'a rien contre Shopify. C'est juste qu'on a fait des développements, pardon, c'est le vin rouge qui commence à m'attaquer. C'est la bonne nouvelle. On va commencer après les sujets des femmes et de la drogue. Ça arrive. C'est des développements et notre stack technique qui fait qu'on a effectivement des taux de conversion très élevés avec des coûts très faibles qui nous permettent d'avoir des marges largement supérieures et donc pouvoir enchérir plus sur Google Ads. Exactement. Et vous niquez les amis dropshippers qui nous écoutent. Exactement. Le problème, c'est toujours pas que ton coût d'acquisition, c'est Russell Brunson, je crois qu'il disait ça. Le problème, ce n'est pas ton CPA qui est élevé, c'est ta capacité ou ton incapacité à faire monter ton panier moyen. Merci Russell Brunson. Et donc l'importance de la tech, du coup, selon toi, aujourd'hui, essentielle pour pouvoir performer, pour pouvoir être meilleur que les autres? Je connais des marketeurs qui captent rien la tech. Je pense que si t'es bon en marketing, ça reste le critère numéro 1. Bon ou excellent? Ouais, excellent. Faut être excellent dans ce cas. Si t'es vraiment excellent marketeur, je connais aucun excellent marketeur qui est pauvre. Ça, c'est certain. T'es marketeur, je pense que c'est le skill numéro 1 avant la tech. Mais effectivement, si t'es pas bon marketeur et que tu sais que tu seras jamais bon parce que y a des personnalités différentes, il y a des gens qui captent la psychologie humaine, qui savent comment vendre avec des mots, d'autres non. C'est pas inné à tout le monde. Si tu n'es pas marketeur, le deuxième métier où tu peux t'orienter, c'est effectivement la tech. La tech te permet... Alors, la tech, attention, parce que je connais... La tech au sens large. La tech, ça veut tout et rien dire. Exactement. Définis-le. Le but de la tech, moi, que je définis la tech, c'est de pouvoir utiliser une solution technique pour répondre à un besoin humain. Enfin, un besoin, tout simplement, que ce soit business, humain ou... effectivement, si tu es en mesure de pouvoir répondre à une problématique et diviser des coûts financiers, tu auras toujours de l'argent. La tech permet soit d'augmenter la production, soit de résoudre un problème, soit... laisse-moi réfléchir. Je pense de toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça. Mais nous, dans notre cas, on utilise la tech pour réduire nos coûts. Et, réduire nos coûts, améliorer la qualité. Réduire nos coûts, améliorer la qualité. Et effectivement, c'est là-dessus qu'il nous donne un avantage indéniable par rapport à nos concurrents. Déjà, le truc de base, c'est si on était sur Shopify, on paierait en moyenne 10 fois plus cher. 10 fois plus cher un développement, mais c'est au-delà juste de la stack technique. Il y a également les développements sur mesure qui sont effectivement ajoutés, qui sur la qualité de contrôle des produits, sur la connexion ERP, sur tout ça, qui sont le game d'après. Le game d'après sur Shopify, je veux dire d'aller à 0 à 100K par mois sur Shopify est plus adapté. Mais après, quand tu dépasses les 100K par mois, ça dépend, c'est toujours pareil. Si tu as une seule... nous, on fait du scaling vertical. Horizontal. Scaling horizontal, justement. Le scaling vertical est parfaitement adapté avec Shopify. Ouais. Nous, on fait du scaling horizontal. Le scaling horizontal, il faut une solution open source. Ça aurait pu être sur du PrestaShop, du Magento. Non, Magento, c'est pas open source. PrestaShop, c'est vieux, frère. Mais oui, c'est pour ça qu'on est sur WooCommerce. Shopify, c'est sûr que c'est un logiciel, quand tu regardes, qui est peut-être mieux que WooCommerce, mais il n'est pas open source. Plus vendeur. Donc, à partir de ce moment-là, nous, on peut pas faire des développements comme on pourrait Si on aurait fait du Shopify, je pense qu'on serait devenu des vendeurs de SaaS.
Je pense qu'on aurait fait plein d'apps, qu'on aurait vendu à 20 balles ou alors par mois. on aurait fait des apps, effectivement, on n'aurait pas fait Mais on de n'aurait pas service. cartonné dans l'e-com parce qu'à un moment donné, on aurait vite vu que ça nous coûte une couille et qu'en fait, on peut gagner 3 tonnes de plus en faisant des apps Shopify. Bah, c'est simple, j'avais fait un calcul à un moment quand on dépensait, alors aujourd'hui on est à 6000 de stack à peu près technique, donc ça doit être à peu près le double, mais à l'époque c'était 3000 € de stack technique, l'équivalent sur Shopify était entre 15 et 20 000. Avec Donc, les apps mensuelles, les apps, trucs, les frais, surtout le pourcentage de frais, même avec Shopify Plus, etc., les coûts de développement, etc. On était entre 15 et 20K par mois sur Shopify, alors qu'on était autour de 3K sur WordPress. Si on compte les équipes, parce que maintenant on a des équipes, un dev PHP versus un dev Liquid et du coup une structure, après tu peux utiliser tes techs, effectivement, on n'est pas sur les mêmes salaires. Ouais, c'est beaucoup plus cher. Donc aujourd'hui, effectivement, on serait... Allez, si tu veux que je te fasse un petit calcul chargé. Pas forcément, mais ok. dans l'idée, ça nous coûterait beaucoup plus cher. 3 fois à peu près, Ouais. voire 4. Entre 3 et 4 fois plus cher. Ouais. Ouais. Et donc ça nous permet d'être plus compétitif, quoi. D'être beaucoup plus compétitif, énormément. Ouais. Exactement. Bah, c'est simple, hein, c'est notre marge qui passe dans la techno. Enfin, je veux dire, Exactement. la marge qui nous génère la techno nous permet d'avoir la marge la marge qu'on a, nous, sur que beaucoup de gens n'ont pas. Mm. Exactement. On en parlait tout à l'heure. Du coup, tu es friand, mais tu recommandes à toutes les sauces, rien à voir avec le repas, le SEO. Ah ouais. Pourquoi et qu'est-ce que l'IA amène de nouveau finalement dans le SEO? Le SEO, c'est le canal d'acquisition qui a le plus gros ROI. Peu importe n'importe quel canal que tu prends, ce sera toujours le canal avec le plus gros ROI. C'est juste que ce problème de ce canal, c'est juste qu'il est lent et qui ne permet pas de scaler une boîte. Mais ça reste le canal avec le plus gros ROI. Peu importe que tu fasses du SEO sur Google, YouTube, certainement d'autres canaux que je maîtrise pas. J'ai vu qu'on pouvait faire même du SEO via Reddit, donc pour te dire. Mais quand tu fais du SEO, payment delayed, quoi. Comme d'hab. Paiement plus tu tard. peux pas scaler une boîte sur du SEO, mais c'est le canal avec le plus gros ROI. Tu peux stabiliser une boîte avec du SEO. Tu peux stabiliser une boîte avec du SEO, tu peux faire de la marge avec du SEO. C'est pour ça, d'ailleurs, dernière pub avec Flomodia, vous allez vraiment faire notre réduction. Ils ont fait un super épisode avec l'épisode Super Prof. Ouais. Et le gars expliquait effectivement que toute sa stratégie SEO. C'est l'épisode que j'ai préféré. C'est l'épisode que tu m'as envoyé pour que j'écoute et que je comprenne les trucs. Et effectivement, il a dit quand même vous allez vraiment faire la réduction. Donc c'est cool, ça ne coûte plus que 700 balles de prod pour 2 épisodes. Merci beaucoup. Merci Tristan, ça va. Le SEO, c'est vraiment ce qui permet d'avoir des ROI, des leads en continu. Aujourd'hui, donc pour Ingenius, si on parle sur Ingenius, ça nous fait des leads en continu. Donc encore une fois, Ingenius, agence web, spécialisée WordPress pour commerce. On est ranké, hein, vous tapez agence WordPress, on est positionné. Vous tapez agence WordPress plus votre ville, on est positionné. Ça nous rapporte des leads en continu. Aujourd'hui, je dépense 0 € en SEO. Ça me coûte 0 €. Il n'y a plus d'oseille qui a investi. Il y a plus d'oseille. Les leads tournent toujours. Il y a toujours des petits frais annexes qui sont liés au SEO. En e-commerce, c'est simple, hein, ça fait l'objectif. 20 000 par mois. Voilà combien ça nous coûte, à peu près. Oui, mais ça nous rapporte beaucoup plus. Exactement. Mais du coup, stratégie d'achat de backlink, stratégie de rédaction de contenu. Ah, mon meilleur copain maintenant après le vin rouge. Le chef qui revient vers nous. Yes. On va continuer avec les recettes de ma maman. Allez. Plutôt simple. Ici, autour de la pomme de terre, ma passion pendant l'enfance. Donc, on va partir sur 3 textures de pommes de terre qu'on adore tous. Et l'inspiration, c'est le maquereau avec les pommes de terre à la française. Vraiment, c'est plutôt simple. On va retrouver une purée ratée. C'est comme ça que je l'aime l'appeler. Ok. Parce qu'en fait, c'est une purée de pommes de terre vitelotte, des pommes de terre violettes et également des pommes de terre binge qui ont été mixées directement avec l'eau de cuisson. Donc, vous avez quelque chose de vraiment très liquide. Ensuite, vous allez retrouver les pommes de terre fondantes qui ont été cuites avec beaucoup de beurre, qui également veut dire beaucoup d'amour. Et ensuite, sur le dessus, les chips de pommes de terre vitelotte. On va retrouver des pousses de petits pois et on va finir avec le maquereau qui a été cuit en superposé. Avec cette huile rouge qui est tout simplement une huile de paprika fumée et également les œufs des maquereaux qui ont été macérés. Et juste à côté, ici, on va retrouver le filet de bœuf autour de l'oignon. Donc le plat s'appelle l'oignon fait la force. Vous allez retrouver tout au fond une demi-glace qui est tout simplement une réduction de jus de viande qui a été agrémentée d'une poudre d'oignon et d'échalote. Encore une fois, tous les plats sont basés sur du zéro déchet. Donc rien part à la poubelle. Tout est parti au déshydrateur qui a permis d'avoir une poudre bien fine et séchée. Ensuite, on va retrouver l'échalote braisée,
avec le filet de bœuf qui a subi 3 cuissons. Premièrement, en sous vide, à très basse température. Ensuite, qui a été caramélisé pour avoir ce croustillant qu'on adore dans la viande. Et fini dans le four. Okay. Et on va finir avec le samoussa, qui va être vraiment également la touche de la maman. Donc, à l'intérieur, une farce de compoté d'oignons bien beurré, donc plutôt gras. Et on va finir avec ces chips d'oignons brûlés sur le dessus. Alors, cette fois-ci, ne mange pas tout. T'inquiète pas, je vais le le couper en deux. Je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas si le poulpe était bien, Martimar. J'espère. Le chou-fleur, j'ai bien apprécié. On va faire moitié. Le partage avant tout. Le partage. Merci beaucoup, chef. Très bonne dégustation. Merci. Ça rajoute de la complexité, mais on va partager. Ça rajoute de la complexité. Mais c'est incroyable. J'adore le côté storytelling et tout. Bien impeccable. Des donc, plats. C'est pour ça qu'on a donc bien découvert cette fois-ci. On a 2 couverts. C'est logique cette fois-ci, je comprends. Là, t'as le truc poisson, machin, etc. Oui, mais toi, du coup, tu vas commencer avec le poisson, du coup. Je vais commencer avec le poisson. Oui, oui. Hop. Allez, on va couper ça, on va te faire direct en 2 à 50. Ah merde, mais j'avais pas vu la purée au milieu là. Tellement je crois que c'était l'assiette. Allez. Alors je sais pas si c'est le vin rouge, mais je l'avais pas vu. Vraiment. Hop. Bon alors, dis-moi, qu'est-ce que t'as d'autre Tu voulais parler de quoi? On parlait de SEO là. On parlait de SEO, effectivement, épisode super prof. Le canal d'acquisition, donc le SEO, je recommanderais à toute entreprise, toutes les entreprises à moins... Wow. Toutes les entreprises où il y a un marché existant, il faut faire du SEO. Si vous êtes sur un nouveau marché, mais ça concerne vraiment très peu d'entrepreneurs, dans ce cas-là, ça va être compliqué. Puis encore, faites-le en anticipation presque. Voilà, c'est le SEO reste le canal avec le plus gros ROI. Il faut le savoir. Et donc, qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les recommandations de tonton Tristan pour se positionner en SEO? Alors, on parle de Google là, du coup. Alors, Google, déjà, l'objectif, c'est d'identifier les bons mots-clés. Quand tu identifies les bons mots-clés, déjà, la plupart des gens confondent les mots-clés. Il y a 2 types de mots-clés. Il y a ce qu'on appelle les mots-clés informatifs et les mots-clés intentionnistes. Les mots-clés intentionnistes, du coup, pour commencer par eux, c'est ceux qui sont souvent à faible volume. Encore une fois, ça, c'est une généralité que je fais, ça dépend vraiment des cas. Mais l'idée, ça va être de répondre à une requête utilisateur et de répondre à une intention intentionnelle. Donc, ça peut être un achat, ça peut être tout simplement tu recherches un appartement, du coup, tu cherches une agence immobilière, donc le mot-clé va être agence immobilière. Dans, par exemple, l'arrondissement à Paris, donc si on est dans le 11e, ça va être agence 11e. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Mais ça peut être un article, justement, un article e-commerce, par exemple, de se positionner sur un article e-commerce. C'est ça, un business intentionniste. Par exemple, si je reprends donc mon agence, qui est une agence WordPress, le mot-clé principal, qui est le mot-clé intentionniste, c'est agence WordPress. Les gens qui recherchent une agence WordPress vont payer une presta. Ils ne recherchent pas une agence WordPress pour le plaisir. Pour le plaisir. De lire des articles sur les agences WordPress. Pour te renseigner sur une agence WordPress. Donc ça, c'est pour les mots-clés intentionnistes. Deuxième mot-clé, c'est les mots-clés informatifs. Les mots-clés informatifs. Par exemple, créer un site internet, c'est une requête informative, c'est une requête de merde, typiquement. C'est une requête donc qui permet donc, comme son nom l'indique, d'apporter de l'information à l'utilisateur et donc de répondre à une question. En réalité, un mot-clé informatif, c'est juste de répondre à une question. Donc souvent, c'est des mots-clés à fort volume. En tout cas, si vous faites du SEO sur des mots-clés informatifs, il faut chercher des gros volumes. Parce que vu que c'est pas il n'y a pas de l'intention derrière, il faut chercher du coup. Donc l'idée là, c'est d'avoir 20 000 personnes qui vont voir notre truc. Exactement. Et d'être malin après pour savoir les récupérer. Donc déjà, c'est d'identifier les bons mots-clés. Pour identifier les bons mots-clés, c'est simple, il n'y a que 2 logiciels sur le marché qui sont bons. Il y a SEMrush et Ahrefs. C'est deux logiciels que vous pouvez utiliser pour identifier les mots-clés. SEMrush sera peut-être plus simple pour les débutants. Ahrefs sera plus pour les expérimenter. Mais les deux sont très bien. Il faut savoir, moi j'ai une petite préférence pour Ahrefs parce que ça fait longtemps que je travaille avec lui. Je sais plus, j'ai pas fait de comparatif là récemment pour te dire est-ce que le meilleur c'est Ahrefs ou SEMrush. Dans tous les cas, on vous met 2 liens d'affiliation juste en dessous. Vous avez qu'à cliquer dans la description et puis voilà. Vous inscrivez. 7 jours gratuits, 14 jours gratuits, un truc comme ça. Je savais que Ahrefs, justement, ça m'étonnait. Ils ont de l'affiliation du coup sur Ahrefs? Ça, je sais pas. Sur SEMrush, oui. Oui, SEMrush, mais pas Ahrefs. Parce que Ahrefs, t'as ton lien. Ils sont connus, mais non, Ahrefs, ils sont connus pour ne faire aucun tracking. C'est une boîte, et justement, leur concept, c'est de se dire, et c'est là où tu vois la vision de l'entreprise qui est forte, c'est de se dire, on est tellement fort sur notre algorithme, on reproduit tellement, on met 0 tracking. C'est beau. Et on ne sait rien, surtout, et on n'a pas d'analytique. On n'a même pas un analytique pour savoir notre nombre de visiteurs. Alors, c'est beau, c'est présomptueux, ou c'est un peu con, tu vois, c'est ça, Le problème, c'est toujours pareil. Entre visionnaire et mythomane, il n'y a qu'un pas. C'est-à-dire, est-ce que tu avais la bonne idée ou est-ce que tu es juste un trou de cul? Ça, on le sait qu'après. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une réalité. Entre un mec qui va te vendre
l'idée révolutionnaire est une scam, bah, c'est sa capacité à réussir son projet révolutionnaire. Il y a un Steve Jobs et un Elon Musk pour 8 millions de Momo et de Michel qui se sont pété la gueule. Et qui ont fini peut-être en prison, d'ailleurs. Ça y est, t'as fini? Ben, vas-y, on peut passer C'est une à belle l'échange. histoire ou pas? C'est super bon, ce bœuf. Ouais. Allez, je t'ai pas oublié cette fois. J'ai été tenté parce qu'il était vraiment bon. C'est sympa. Moi, je vais réussir, je pense, à manger sans tout casser, mais... Tiens. Hop, allez, on va tester ce macro. Tiens le bœuf. Hop. Et bon appétit. Hein. Bon appétit. Et merci à vous. Pensez à liker, commenter. Donc, pour terminer, donc la première étape, identifier les bons mots-clés. Donc, vous créez un compte sur Ahref SEMrush. Vous identifiez les bons mots-clés. Donc, pour ça, vous tapez vos mots-clés. Donc, comment est-ce qu'on tape des mots-clés? L'idée, c'est de ce qu'on appelle identifier votre court train d'abord, avant d'identifier les longues traînes. Qu'est-ce qu'une courte traîne? Qu'est-ce qu'une longue traîne? Une courte traîne, c'est tout simplement la requête la plus courte possible qui correspond à votre mot-clé. Donc, si je reprends mon cas, donc d'agence ou une agence immobilière, ce serait par exemple agence immobilière Paris. Ok? Ou alors, même agence immobilière. Donc, dans mon cas, moi, c'est agence WordPress. Ça, c'est le mot-clé principal. Sauf que quand vous commencez le SEO, généralement, la compétition va être rude sur cette courte traîne. Donc, votre objectif, et ça le voit très bien, c'est d'aller récupérer les miettes dans un premier temps. Donc, d'aller récupérer les miettes, c'est d'aller chercher les longues traînes. Donc, les longues traînes, ça va être souvent des phrases un peu plus longues comme agence WordPress plus ville, agence immobilière plus ville. D'identifier ce type de mots-clés sur des mots-clés informatifs. Donc, ça, c'est pour les mots-clés intentionnistes. Donc, ça peut être, moi, je sais pas, si tu vends des t-shirts motif cheval. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais si tu veux... Parce qu'on n'en vend pas, pour le coup. On n'en vend pas. Mais si tu veux des t-shirts motif cheval, ça peut... Typiquement, c'est une... À voix, je peux pas... J'ai un t-shirt avec une tête de cheval, frère. Imagine la tête des gonzes. Ils font des soirées, ils se réunissent, ils ont tous des t-shirts avec des têtes de cheval. Typiquement, ça peut être... Belle histoire. Ça peut être une moyenne traîne, du coup, pourquoi moyenne? Parce que c'est quand même pas super long, mais si tu veux vraiment faire une longue traîne, ça peut être t-shirt motif cheval bleu. Ok? Donc, dans ce cas-là, tu arrives sur des requêtes qui sont quand même très peu demandées, qui vont être très faible volume, mais certainement qu'il y aura très faible compétition. Voilà, petit problème technique. On a Jean-Mi qui est aux toilettes, qui est parti. Du coup, donc ça, c'est pour... Petit touriste de famille. Il est complètement éclaté, hein. Il faut pas... Aïe, aïe, aïe. On était sur les t-shirts motifs cheval bleu. Frère, me relance pas comme ça aussi. Tu me demandes un tutoriel, du coup, tu me demandes un tutoriel. D'ailleurs, mais est-ce que ça, c'est pas une erreur? On fait pas assez de textile, on fait pas assez de vêtements. On n'a pas mis les hoodies de toutes nos niches, on n'a pas mis les t-shirts de toutes nos niches, on n'a pas mis les... C'est tout qu'on n'a pas fait ça. D'ailleurs, j'y ai pensé. C'est toujours pareil, quel est ton objectif? Quand tu commences, quand tu as ton domaine, donc en gros, alors ouais, si on est parti là sur une longue explication, je vais jamais manger, mais tu as du coup trois grands piliers en SEO. T'as le pilier technique, donc est-ce que ton site charge rapidement, est-ce qu'il est, il répond rapidement, est-ce qu'il est agréable pour l'utilisateur, est-ce que les polices sont correctement mises, est-ce que les balises HN sont correctement installées sur ton, enfin correctement intégrées sur ton site. Viens dans la description. Donc ça c'est le premier pilier, c'est un pilier qui est important mais moins important que les deux autres. Le deuxième pilier, c'est le pilier que j'appelle pertinence, que certains experts SEO appellent contenu. Ouais. Moi, je préfère l'appeler pertinence parce que c'est pas forcément du contenu. parce que ça peut être un contenu qui fait 200 mots, tu vois, et tu rentres quand même. Donc en fait, contenu, ça peut, il peut y avoir tellement peu de contenu et tu te positionnes quand même. Incroyable ça. Après, moi, je suis plus terre que mer, donc. Non, mais les deux sont. Les pommes de terre sont incroyables. Les deux sont une belle histoire. Et donc, pertinence du contenu. Pertinence. Donc, pourquoi j'appelle ça pertinence? Parce que ça peut être du contenu intentionné, ça peut juste être une fiche produit, même ça peut être potentiellement juste être une photo. Tu peux te positionner sur l'image. Avec une photo. T'as pas de contenu, t'as juste une photo. Donc, c'est pertinence. C'est pour ça que je préfère ce mot. Et le troisième pilier, qui est le pilier de réputation, basé donc sur 2 scores. On va dire, alors, je simplifie le discours, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais en réalité, on s'en tient juste à ça, ça suffit. Il y a 2 critères qui se rendent en compte, c'est le domaine rating, donc qui est le rang de ton domaine, et l'URL rating, qui est le rang de ta page. L'idéal, c'est d'avoir un domaine qui est quand même puissant, c'est celui qui compte le plus, mais également le domaine de ta page. Pour faire monter ton score, c'est simple,
c'est comme une réputation dans la vie. Il faut que les gens parlent de toi. Mais c'est la même chose sur Internet. Il faut que d'autres sites pointent vers toi. Et plus les gens qui parlent de toi, donc qui sont des sites à forte réputation, plus le domaine est puissant, plus le lien sera puissant, plus du coup ton domaine monte en réputation et plus tu ranks face à tes concurrents. Si on revient sur une comparaison avec la vraie vie, plus des gens qui sont influenceurs, qui ont de l'autorité, parlent de toi, plus tu as d'autorité. C'est la même chose avec Google. Il faut que des sites populaires et connus et qui ont du trafic, contextualisés, ça veut dire qu'en plus qu'ils sont experts de ton secteur d'activité, un lien... C'est mieux. Pour reprendre l'exemple de mon cheval et de t-shirt cheval, si tu fais ça... Equidia. Justement, voilà, un lien sur Equidia. Un petit lien Equidia, ça sera super puissant. À l'inverse, tu parles de savon, tu vas pas comprendre. Voilà. Et ton lien perdra en puissance. Donc, il aura de la puissance, mais il aura un petit peu, il comptera un petit peu, mais il sera beaucoup moins puissant qu'un vrai lien. D'ailleurs, sachez que vous pouvez acheter des liens sur Le Monde, sur plein de sites comme ça qui vendent des liens. Nous, on achète principalement des backlinks. Alors, quotidiens. disclaimer, Google interdit l'achat de backlinks. Disclaimer. Cependant, tout le monde en fait. Tout le monde qui fait du SEO sérieusement fait de l'achat de backlink. Je ne connais personne qui rank qui n'a pas fait de l'achat de backlink. Ouais. Voilà. Donc le niveau du marché, c'est qu'il en faut beaucoup et de qualité. Donc du coup, il faut ou monter les sites ou acheter des liens. Et donc du coup, on achète des liens. T'achètes des liens. Bien sûr que le SEO naturel, c'est-à-dire si t'arrivais à être assez populaire pour que t'aies des liens, serait l'idéal. C'est pour ça que ça sert souvent à ça également, les contenus informatifs. Donc, il faut faire dans l'idéal des contenus... On pourrait penser du coup, par rapport à ce que j'ai dit, qu'il faudrait faire que des contenus intentionnistes parce que c'est ce qui rapporte du business. Mais en réalité, les contenus informatifs ont quand même un énorme intérêt. C'est celui-là. C'est de pouvoir avoir des utilisateurs sur ton site, du trafic qui monte, qui va tout simplement monter ton score. Tu auras des backlinks naturels parce que tu auras des gens qui vont trouver tes articles intéressants, qui vont faire des liens vers tes articles. Mais également, tu vas pouvoir faire ce qu'on appelle du maillage interne, qui va permettre de remonter en puissance. Et également, même si le maillage interne, donc des liens qui sont internes de ton site, sont beaucoup moins intéressants que des liens qui proviennent d'autres sites. Ça compte quand même. Et la profondeur, bon après là je rentre vraiment en technique, mais tu as des profondeurs de sites également qui comptent. Mais en gros, quand tu fais du contenu stratégique généralement SEO, tu as à la fois des contenus intentionnistes et à la fois des contenus informatifs. Et ces contenus informatifs, l'objectif c'est que d'autres gens les partagent en disant regarde, j'ai mis ce super article sur comment brosser ton cheval. Il est franchement hyper intéressant. Le premier avantage, c'est surtout de faire comprendre à Google que tu es un expert du sujet et que tu maîtrises la sémantique. La deuxième, c'est de pouvoir faire effectivement d'apporter du trafic qui va compter dans ton score. Et le troisième, c'est si tu peux en bénéficier, c'est d'avoir en plus des backlinks naturels. Donc, tout expert SEO devrait à la fois faire des contenus intentionnistes et informatifs. Pourquoi est-ce que tu mets autant le SEO au centre de la stratégie ? Le SEO, c'est ce qui fait la marge. Le SEO, c'est pas ce qui fait scaler une boîte, mais c'est ce qui fait la marge. Et donc, pour toi, il faut qu'on investisse tous les mois, il faut qu'on... C'est ce qui fait la marge. C'est demain, c'est ce qui fait la valorisation et la marge. Enfin, les deux sont liés. La valorisation d'une boîte est liée à la marge. Ça fait la marge, ça fait la valorisation. En partie. Aujourd'hui, on est en train de scaler l'international. On va aux États-Unis, on va en France, en Espagne, en Italie, en Hollande, en Allemagne, en Suède. Et on investit en SEO à l'international. Et du coup, tu as mis pour la première fois les pieds dans le SEO à l'international. C'est quoi tes conclusions ? C'est quoi ton bilan ? Qu'est-ce que tu as appris ? On est très mauvais face aux États-Unis, mais on est très bon par rapport au marché européen. Les Français sont très bons en SEO en réalité par rapport au marché européen. Donc en fait, si vous êtes bon en France, vous serez certainement bon à l'étranger, sauf peut-être aux US. Voilà. Et donc du coup, en fait, effectivement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des opportunités énormes sur le SEO en Europe de façon globale. Ouais, exactement. Le marché européen est à un niveau un peu débile quand même. Débile faible. Débile, effectivement. Tu te dis, mais ils connaissent pas le SEO ? Exactement. Et donc, il est très facile de positionner un site aujourd'hui en Italie, en Espagne. Mais à l'inverse, du coup, il est plus compliqué de trouver des partenaires pour faire de l'achat de liens. Du coup, vu que le marché n'est pas mature, si on va acheter des liens, c'est souvent de la très faible qualité pour très cher. Voilà les premiers retours qu'on a. Autre retour qui était intéressant, c'était que l'Espagne est un peu plus mature, qui est plus mature et qui est plus compliqué, et un pouvoir d'achat qui est plus faible. Et donc, du coup, au final, des efforts qui sont pas forcément très le marché espagnol n'est pas très intéressant.
Ouais. Mais parce que je pense que les Américains qui font du SEO ont appris en seconde langue. C'est ma théorie, hein. Peut-être que je me trompe complet. Et peut-être même les Français. C'est ma même théorie. les Français qui mais, sont plus facilement partis en Espagne. mais ma théorie, c'est qu'effectivement, les Américains apprennent en seconde langue l'espagnol et du coup, ils font du SEO en Espagne. Ça marche aussi en France. Et les sauf Français que les apprennent Espagnols ont moins d'argent, espagnol donc c'est pas LV2 intéressant. et voilà quoi. Et donc un niveau assez élevé finalement en Espagne. Donc n'allez pas en Espagne si vous voulez vous lancer dans le SEO. C'est pas forcément ce qui est le plus facile en premier site. C'est pas intéressant. Enfin, Ouais. moins intéressant que d'autres marchés. On va dire. Exactement. Moins le faire en number one. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur cette partie SEO? C'est pas mal, hein? Ouais, je savais pas qu'on allait parler SEO ce soir. Moi J'espère non en tout plus. cas vous avoir apporté réponse à vos questions. C'est beau. Et Et voilà. sinon, Une petite introduction effectivement SEO. contact@ingenius.fr. Voilà, ou alors j'ai fait une vidéo YouTube sur les 3 piliers du SEO. C'est intéressant. C'est ingenius.io d'ailleurs. Et sinon, Non, c'est YouTube. un genius.agency. Il était un peu C'est bourré. ingenius.agency. Vin rouge. Voilà. Camembert rouge, Ça camoulot. fait 3 ans que je travaille avec lui Camoulox. quasiment. Hein. Je vous rappelle juste. Je connais pas mon adresse de site, ni mon adresse email. Radico. Enzo Honoré. Tristan Gatelier. Machin. Non, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? De quoi? Et des gens qui ont des maladies imaginaires sur LinkedIn. Le type, il a découvert qu'il avait une maladie imaginaire quand il avait 8 ans et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un de spécial. Non, c'est abusé, le marketing de LinkedIn, frère. On en parle ou pas? Moi, j'aime bien LinkedIn. Et moi, normalement, Mais il a des réflexions, mais là, il s'en bat les couilles à manger, frère. Du coup, il répond plus. J'aime bien LinkedIn. Ça va, ouais. Et du coup, LinkedIn. LinkedIn, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est un monde à part. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est un canal d'acquisition. Il y a du bullshit, mais de manière différente que sur d'autres plateformes. Hein. Exactement. T'as du bullshit sur toutes les plateformes. Hein. Et Sur ce qui est Instagram, ça va super être du drôle, c'est fake, que moi, je vois les gens sur, LinkedIn. Tout à l'heure, Flo me montrait un truc, par exemple, de gars LinkedIn qui se foutaient de la gueule, en gros, du marketing Instagram à la Yomi Denzel. mais qui faisait la même chose. Mais qui faisait un autre Juste truc, mais pro différemment, LinkedIn, tu vois. ouais, Exactement. pro LinkedIn. C'était juste Exactement. une méthode différente sur LinkedIn. Ouais. Chaque plateforme a ses codes. C'est connard d'autres plateformes, en fait. Chaque plateforme a ses codes. Il faut comprendre les plateformes si tu veux les utiliser. Moi, LinkedIn, c'est une des plateformes que j'apprécie peut-être un peu plus. Mais effectivement, il y a beaucoup de focus sur LinkedIn. Mais chaque avantage a ses inconvénients. Chaque C'est plateforme a quel ses genre, avantages. les connards de LinkedIn, du coup? C'est qui? Le connard de LinkedIn, il ressemble à quoi? Je suis pas expert en réseaux sociaux. Désolé, mais c'est pas un sujet où tu vas pouvoir m'amener facilement. Je publie maintenant depuis 1 an. Je m'étais fait accompagner au début, puis après j'écris mes propres posts. Maintenant, je cherche à internaliser. C'est une plateforme qui est intéressante, qui permet d'avoir de la quoi visibilité. Moi, j'ai des leads maintenant sur LinkedIn. J'ai des leads. Mais effectivement, le principal canal d'acquisition, c'est le SEO. T'es quand même souvent connecté, tu réponds souvent aux posts et tout, machin. Est-ce C'est que qu'il y je a me aussi suis une fait partie aider. un peu de divertissement? Ah oui, Bah, c'est parce que récemment, j'ai internalisé, c'est pour ça. C'est ce que je t'ai dit. Mais il y a une partie un peu de divertissement de LinkedIn ou pas du tout? Moi, en lecture, oui. Mais je t'ai dit, les réponses, c'est que j'ai internalisé. C'est que si Ah t'as oui, pas les capté, réponses tu aux viens commentaires, de ouais. comprendre. Oui, mais Je te l'ai déjà dit, mais voilà. Ouais, j'ai internalisé. Là, il y a un truc sur lequel j'aimerais parler. Tu as fait à peu près 200 clients aujourd'hui sur l'agence en 3 ans. Il y a eu des histoires plus compliquées que d'autres. Tu t'es retrouvé dans des situations plus compliquées que d'autres. Il y a des moments où tu étais complètement perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça marche? Tu t'es retrouvé au tribunal. Raconte-nous un peu les galères de prestat de service d'agence et parfois ce qui sort un peu de nos mains, ce qu'on n'a pas imaginé et des situations qui à la base étaient normales avec des gens normaux et qui finissent en litige. Ben, c'est simple, j'ai eu que 2 litiges sur l'agence, donc sur plus de 200 clients, donc moins d'1%. Donc au final, je l'ai su après, hein, mais effectivement sur les premiers, surtout sur le premier, ça a été un très coup dur. C'est simple, j'ai eu que 2 clients difficiles. Je remercie tous mes clients. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec eux, à part effectivement pour 2. J'en ai une, effectivement, c'était il y a longtemps, c'était au tout début de l'activité, c'était très difficile. On est parti en procès et c'est parti très très loin pour rien du tout. Les pas de chance du début, franchement, c'était un coup de malchance, je pense. Bon, après, ça m'a permis d'apprendre le système judiciaire, le voir qu'au final, c'est vraiment du. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve dans ce genre de situation? Oh, on n'est pas bien. Je me suis pris la tête pour rien, c'est sûr. C'est pas agréable, surtout que bon, c'est juste une facture impayée, quoi. Et là, j'ai un deuxième client qui est très difficile. Mais quand ça arrive, quand ça arrive et qu'il y a un client qui veut pas payer, qu'est-ce qu'on fait? Toi, pour le coup, t'as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une injonction classique, parce que bon, je méritais. Enfin, moi, j'estimais que mon travail méritait d'être payé.
Donc tu te rapproches de qui quand c'est comme Ouais, ça? une injonction au tribunal, non, même pas, je l'ai fait, c'est simple à faire. Enfin, injonction au tribunal. Et en fait, elle l'a super mal pris. En plus de pas me payer, elle m'a réattaqué en justice. Et c'est elle qui a fait après des procédures. Donc en fait, ça s'est retourné. C'est elle qui m'a attaqué après en justice. Soi-disant, elle a inventé des histoires, comme quoi j'avais volé sa marque. Enfin, des histoires, mais elle était sûre de perdre. Mais je comprends toujours pas avec le recul pourquoi elle est partie là-dedans. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait peur. Tu vois, ça m'a fait peur parce que même si je savais que j'étais pas en tort, tu te retrouves au tribunal. Je me retrouve au tribunal. C'est elle qui m'attaque. Tu dois prendre un avocat. Et je dois prendre un avocat, etc. Exactement. Et tu le vis mal, mais c'est sûr que je dirais maintenant, ça doit arriver pour avoir discuté avec tous des gens qui sont là depuis 3 ans, voire au-delà de 3 ans, tout le monde s'est déjà pris un truc équivalent. Donc au final, c'est assez commun en agence de prestat de service. Et au final, je me rends compte que j'ai même des taux largement inférieurs. J'ai eu que 2 problématiques. Une problématique donc au tout début de l'agence sur plus de 200 clients, donc moins d'1%. Et là, j'ai un deuxième client qui est très difficile, qui est en Suisse. Bien sûr, je vais pas dire qui c'est, mais il se reconnaîtra, je pense. Mais du coup, c'est vraiment un coup de pas de chance. C'est des clients qui sont abusifs. Il faut le dire clairement. Il faut juste couper la presta le plus tôt possible. Là, moi, j'ai une équipe aujourd'hui qui continue. Donc, en fait, on continue, mais parce que ça me coûte rien et c'est parce que c'est carrément sur des horaires extra où justement, j'ai un des employés qui veut bosser en plus, qui veut finaliser la mission. Moi, je lui ai dit de couper. C'est lui qui finalise, c'est sa responsabilité, il fait ça en dehors de ses horaires de travail pour finaliser pour un client détestable. Il comprendra peut-être que ce n'a aucun intérêt pour lui de le faire. Il le fait par principe, je pense. Et pour le sport Non, mais par principe, parce qu'il a travaillé dessus et je pense que ça lui fait chier de ne pas pouvoir délivrer quelque chose. Moi, c'est moi que je lui ai dit de couper la presta. C'est lui qui a décidé de continuer. Dans tous les cas, là, elle est coupée tant qu'il n'a pas réglé effectivement sa facture en attente. Mais voilà, c'est 2 clients sur 3 ans, quasiment 4 ans d'agence. Ça représente moins de 1% des clients. C'est OK. C'est OK. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'entourer très rapidement d'un avocat. Non, je pense qu'il faut faire des contrats faut couper. béton. Oui, bien sûr, il faut faire un contrat béton. Ça, c'est sûr. Donc, sur contrat de prestation. Si je l'avais eu dès le début, ça m'aurait évité le premier procès. Mais c'est surtout, il faut couper, en fait. Il faut couper le client. Moi, par exemple, là, je lui ai dit de couper à mon employé, mais c'est lui, je lui ai dit, mais si tu travailles dessus, moi, je veux pas devoir bosser dessus à l'agence. Donc, il travaille pas dessus quand il au travail. S'il veut continuer, moi, je lui ai dit de couper. Ok, donc les clients compliqués. Donc, on est encadré directement d'un avocat. On a un bon contrat de prestat de service. Ouais. Et quand les clients, ils débordent, ils abusent, non, ça marche plus. C'est de l'abus, clairement. Nous, franchement, voilà, on a eu des clients difficiles, mais même ça s'est relativement bien passé parce qu'on est quand même assez flexible et malléable. Et ça, est-ce que c'est OK d'ailleurs ou pas? Oui, est-ce que c'est une recommandation c'est OK. C'est moins de marge, effectivement. C'est des projets parfois même à perte. On a des clients difficiles, on a des projets à perte, mais on arrive quand même à aller au bout, malgré le fait que ce soit des clients difficiles. Là, le premier, c'était clairement... c'est un abus, sa marque, elle la dépose pas. Et quand je vois le personnage, effectivement, je pense qu'ils sont talentueux. Justement, là, le deuxième où je suis en litige, c'est des gens pas mauvais. Mais effectivement, je comprends pourquoi leur marque décolle pas. Ils sont pourtant très talentueux, ils ont une exigence et je pense qu'ils font des bons produits. Mais effectivement, c'est impossible de travailler avec eux. Donc en fait, je pense que leur prestat doit les abandonner et c'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais à décoller. Et justement, ils ont tout pour décoller. Ils ont un excellent produit, ils ont un bon positionnement, ils ont tout pour décoller. Le client dont je te parle, avec qui c'est difficile en ce moment, mais ils décollent. Enfin, je pense que justement la marque décolle pas parce qu'ils sont insupportables en fait. Vraiment. Ouais. Dernier point pour finir ce petit repas vin rouge podcast. On a lancé l'année dernière un service qui s'appelle Radico. Ouais. Radico.io. On fait pas de pub, il y en a dans la description. Dans tous les cas, il y a une liste d'attente avec plus de 6 personnes qui attendent déjà au moment où vous voyez cette vidéo. Je tiens juste à préciser que 2 clients, encore une fois, moi j'adore travailler avec mes clients et c'est pour ça que je continue parce que j'ai pas envie d'avoir ce côté négationniste et revenir sur des trucs négatifs. Moi, c'est vraiment un plaisir de faire de l'agence et effectivement, c'est sur du coup moins d'1%, donc plus de 99% des clients. Ça se passe bien et même sur des projets où on est moins rentable, c'est quand même super agréable de bosser avec. Voilà. Et donc, c'est pour ça, effectivement, le modèle agence, toi, t'en es 100% moi, content, même si c'est fatigant, même si c'est dur. C'est dur. J'apprécie. Et selon toi, ça reste un des meilleurs modèles pour se lancer, ça reste un des meilleurs modèles pour démarrer. Ouais. C'est quand même challengeant, c'est très challengeant, mais le modèle agence procure beaucoup de plaisir. Ouais. Et ça me fait plaisir parfois quand là, tu travailles avec des clients justement qui sont super sympas, tu cherches à justement les servir au mieux. Ouais. Radico.io. Ouais. Lien dans la description. T'as pas expliqué ce que c'était du coup. Je sais. On se met à faire de la formation
en début 2022. Tu es vendeur de formation, dropshipper, fais attention, tu les collectionnes. Et on se rend compte que les gens, ils veulent pas apprendre en fait. Enfin, c'est pas qu'ils veulent pas apprendre, c'est que apprendre c'est bien, mais s'ils peuvent ne pas faire, c'est encore mieux. Et donc du coup, sur opportunité, à un moment donné, je fais une com en disant c'est pas fait pour vous, c'est fait pour 0,1% des gens. Mais si vous voulez appliquer et avoir un site e-commerce comme on le montre et comme on l'explique dans la formation, eh bien, on va le faire pour vous. Et on va s'occuper de tout. Et on va vous livrer un site qui fait des ventes, qui marche aussi. Et on va vous accompagner justement jusqu'au profit. Première propale, on fait ça 16 900 €, un truc comme ça. On démarre, on se teste et on se lance. On en vend 5, direct, jour 1. Ça cartonne, ça répond à un vrai marché, ça répond à une vraie demande. Il y a un vrai marché parce que, en fait, on est les seuls déjà à faire ça. Enfin, ça existe des sites clés en main, mais des sites clés en main qui apportent pas le résultat. Voilà. Nul à chier. C'est du low cost, t'as le low cost, et après t'as soit la possibilité de racheter un business qui lui tourne déjà en fait. Donc, beaucoup plus cher, mais d'un coup, voilà, les tarifs, on n'est pas du tout sur le même coefficient. Donc nous, on est arrivé avec une offre qui est au milieu entre ces deux marchés. On s'engage sur les résultats, donc forcément, enfin, c'est sûr qu'avec le recul maintenant, c'était sûr que ça allait marcher. Exactement. Parce que on se positionne sur un marché qui n'existait pas, qui existe, mais personne ne répondait à la demande. Voilà. On upgrade, on itère, on améliore la tech, on améliore le marketing de nos sites, on améliore nos résultats. Aujourd'hui, on facture 25 000 € un site clé en main. On a une liste d'attente. Tu n'as jamais vendu des sites WordPress aussi chers ou presque. Faut que tu finisses ton verre, je crois. C'est sûr, c'est mon verre, du coup. Je sais plus, là, les gars, faut nous aider. Celui-là, c'est le tien. T'es sûr? Exactement. Ok, bon, le je vais mien était terminer. fini. Et qu'est-ce que tu apprends de ça? C'est quoi ton apprentissage de ce business clé en main que moi, j'avais jamais fait avant? En fait, c'est simple. Ce que les gens achètent, et c'est pour ça qu'on le vend, c'est les résultats. C'est le C'est un gros, risque. c'est la Et grosse ça risque. apprentissage pour nous. C'est un risque. C'est la responsabilité qu'on prend sur nos épaules. C'est la responsabilité contractuelle qu'on prend. Si vous voulez un business, vous commandez sur Radico, vous fournissez un business clé en main qui garantit les résultats. Ça marche parce qu'on justement on garantit les résultats. On a une méthode qui est justement, qui est notre méthode et qu'on travaille depuis maintenant plusieurs années et qu'on applique également pour nos sites. L'apprentissage que j'en tire, c'est que ce que les clients veulent et ce qu'ils achètent et ce qu'il y a là où il y a potentiellement de l'argent, c'est sur les résultats. Et que, par contre, il faut être en mesure de le délivrer. Parce qu'on n'aurait jamais... Et le chef est de retour. Chef, comment ça va, chef? Moi, je vais très bien, et vous? Super. Ça va. Je n'ai jamais été aussi bien de ma vie, chef. Ça tombe bien, j'ai pas goûté celui-là. Effectivement, c'est J'ai vu mon voisin qui l'a goûté, mais moi, je l'ai pas goûté. Super. Donc, je vais réexpliquer vite fait le poulet moussé. Bien sûr. L'inspiration, encore une fois, dans chaque plat, il y a la maman. Ça, il n'y a pas de négociation. Donc, on va retrouver le hummus, qui est vraiment mes origines libanaises, donc qui a été retravaillé en 3 textures, le pois chiche. Premièrement, on crumble, bien sucré, bien beurré à la française. Ensuite, on va retrouver des pois chiches frits façon popcorn pour le croustillant. Et on va retrouver donc ces petites pousses de hummus feuilles, les feuilles de hummus en question. On va retrouver la mousse au chocolat qui est faite à base de chocolat Ginduja, qui est un chocolat à base de noisettes. On va retrouver la peau de poulet sucrée et également le caramel beurre salé. Petit bémol, il n'y a pas de beurre dedans. C'est tout simplement le gras du poulet qu'on a récupéré pour faire le caramel. Donc on prend un petit peu de tout et la mousse elle est légèrement glacée avec cette chaleur. Mousse au chocolat au poulet. Poulet moussé. Super. Et on va passer juste à côté avec un orange un peu trop pressé. Donc on va retrouver une petite surprise tout au fond de l'assiette, mais je vais commencer par en haut. Une granité de jus d'orange, également la génoise qui a été faite à base de zeste d'orange fraîche, également séchée, et également du citron perse qui va apporter une touche d'amertume, des segments d'orange, une petite marmelade d'orange. Et également, vous allez retrouver ici des petits nids d'abeilles, on appelle ça. Ok. Simplement du caramel soufflé. Et tout au fond, le jello. Donc en fait, c'est les petits desserts artificiels qu'on mange là de base. Ah, le jello. Qui secouent les En jello, anglais, exactement. ok. Et là, du coup, elle a été faite à base de fleurs d'oranger. Donc il faut vraiment le manger de haut en bas. Exactement, comme tous les assiettes ici. Merci beaucoup, chef. Merci, chef. Merci. Ce poulet-là, ce mousse au chocolat au poulet, c'est incroyable. On va tester, on va prendre un petit bout de poulet là.
Et on va prendre du chocolat. Hop. Eh oui, il y a de la Jello. Et donc, pour parler de radicaux, donc tu me parlais des enseignements donc, de radicaux, bah, c'est juste voilà, un bon produit à la bonne cible. Pardon. Excusez-nous, monsieur le professeur. Non, mais... C'est juste du business facile, quoi. non, mais non. Le bon produit à la bonne cible au bon prix. Allez vous faire enculer, quoi. Vous voulez que je vous explique le business, cours de marketing ou marketing 101, sorci. C'est bon, il est cuit, quoi. On l'a perdu. Je te pose une question, les enseignements sur un service que tu développes depuis 1 an qui a un super succès. Non, mais... La réponse c'est le bon prix, la bonne cible. Non, mais l'enseignement, c'est que il y a pas de prix pour un service. Ça c'est fou, hein, par contre. Parce que pour le coup, c'était vraiment un challenge pour nous de vendre à ce prix-là. Comment les gens vont réagir, comment en fait, c'est logique. Le marché n'est pas prêt, etc. En fait, effectivement, on avait peur du prix. Alors pourtant, maintenant, avec le recul, c'est limite si on n'est pas assez cher. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de... Et les prix vont augmenter. Tout n'est pas une question de tarif. Ce que les gens veulent, en fait, peu importe le prix. C'est tant que tu as des résultats derrière, les gens ils sont prêts à payer, en fait. Des morceaux de sucre, comme ça. Wow. C'est effectivement acidulé, sucré. C'est mou avec le jello et croustillant avec autre chose. Moi, c'est vrai que c'est très déroutant parce qu'on sent vraiment le poulet, on sent vraiment le chocolat. C'est archi déroutant. Mais c'est bon, hein? C'est bon. Ouais. Et ça, c'est surprenant parce que je m'attendais pas à marier poulet-chocolat. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Allez. Laisser l'orange trop pressé. Le deuxième enseignement, c'est que il faut bien sûr délivrer. La garantie, c'est ce qui fait la force du service. La force du service. Et que au final, il y a des évidences qui paraissent pour nous, enfin, il y a des évidences qui sont pour nous, voilà, claires et limpides, mais qui ne sont pas forcément pour les clients. Exactement. Et qu'on a tous des psychologies différentes et que les points de difficulté en fonction du service, parce que du coup, on vous livre un site clé en main. L'objectif, c'est qu'après, la personne a quand même à gérer son SAV et la marge produit et gérer la partie, on va dire, gestion des produits. Et ça, c'est quelque chose que, il y en a qui vont être très direct comprendre les tableaux de compta et faire la compta et ça va être limpide, d'autres non. D'autres, ça va être sur les ads qui vont galérer. Alors pourtant, on fait du clé en main, ils vont vouloir toucher et ça casse. Il y en a d'autres, ils pensent que pouvoir innover par rapport au service et donc du coup, ils vont faire des trucs et au final, non, il faut rester à la méthode. T'en as d'autres qui innovent et qui ça marche. Enfin, ce qui est fou, c'est que tous les clients qui nous ont acheté des sites clés en main, il n'y a pas un client qui se ressemble. Il y a quand même, moins tu touches, plus ça marche. Il y a quand même ce truc-là qui ressort un peu. Même chez nous, même sur nos sites à nous en interne. Il y a quand même ce truc de moins tu touches, plus ça marche. C'est-à-dire que la méthode, genre, elle marche. Laisse grossir le SEO. Surfe ton SEA. Intègre des produits qui répondent aux besoins des utilisateurs. That's it, quoi. On pourrait basculer le podcast en canadien. That's it. That's it, Colis. Allez, vas-y, tourne. Allez, chum. Envoie. Bois ton vin. Est-ce que tu voulais parler d'autres sujets, du coup? Dis-moi tout. Qu'est-ce que t'as prévu? Genre, t'as déjà vu un podcast où le mec il met la pression au type pour poser des questions? En vrai, j'ai pas le temps, moi je dois partir. Moi je t'envoie des plats, toi tu m'engueules là. Non, mais c'est ça. J'aimerais qu'on clôture ce magnifique et incroyable podcast mené d'une main de maître par l'équipe de production de Flomodia, moins 30, sur le fait. Sur les vendeurs de formation, c'est un peu tous des mythos quand même et des scammers. Qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend qui. C'est toujours pareil. Il y en a qui font très bien leur boulot. Ça peut aider beaucoup de gens. C'est toujours pareil. Tu vois, même quand tu prends quelqu'un qui est pas forcément expert dans l'e-commerce, mais qui vend de la formation e-commerce et qui sait apprendre à quelqu'un, à partir du moment où il a aidé des gens, il est bon. Moi, je pense que c'est le principe que tu dois avoir. Si le mec a apporté quelque chose à quelqu'un, c'est bien, quoi. Ça suffit. Après voilà. D'accord, c'est très élaboré comme réponse, merci beaucoup. Mais pose des vraies questions aussi. Tu sais. Ah, pardon. De toute façon, à 2 heures de podcast, il ne reste plus que quelques-uns. Mettez en commentaire jeune pouce de houmous, s'il vous plaît, dans les commentaires. Ça voudra dire que vous êtes encore là au bout de 2 heures d'écoute. Mais
Non, je voulais clôturer sur cette partie vente de formation. La vente de Ce formation, truc moi... du business model, ce truc des arnaques qu'il y a autour, ce truc de... Non, enfin, vente de formation, nous on le voit bien, en tout cas sur les nôtres, on a vraiment fait décoller plein de gens et ça c'est vraiment très gratifiant. Après, moi je te le dis, ça reste une erreur business, selon moi, de faire de la formation parce que c'est du défocus et qu'on aurait très bien mieux gagné, mieux développé l'entreprise à rester focus sur du e-commerce. On a aidé des gens, ça nous fait plaisir. On va voir des gens, effectivement, on fait des événements, ça nous fait toujours plaisir de voir nos clients. Mais au final, indirectement, vu qu'on passe du temps à développer le business des gens, c'est du temps qu'on développe à développer le business d'autres personnes, mais qui développent moins notre business. Bien sûr, ça nous rapporte de l'argent, mais beaucoup moins que ce qui aurait pu nous rapporter si on avait été focus sur les commerces. Tu penses que c'est le cas de tous les formateurs? Non. Non, enfin, c'est le cas de tous les formateurs qui n'ont pas leur business principal en e-commerce. Notre business principal, entre autres, c'est de l'e-commerce. Nous, on est un des rares formateurs à avoir dans le business principal de l'e-commerce. Parce que la plupart des gens qui enseignent l'e-commerce ne sont pas e-commerçants. Ils sont vendeurs de formation. TikTok. Notons le temps. Tu penses que c'est une vérité, ça? C'est indéniable. Ou alors d'anciens e-commerçants. C'est pas la même chose. En tout cas, si vous avez du poulet et du chocolat chez vous, n'essayez pas de mettre du chocolat sur votre poulet comme ça, blanc d'Inde que vous trouvez dans le frigo. Mais venez le manger au Campelli. C'est quand même quelque chose de particulier et d'extrêmement bon. Ça t'a plu? Très bon. Mais c'est sûr que du coup, pour en revenir à la formation, c'est du défocus. Ça nous diversifie, ça nous solidifie quelque part, mais c'est beaucoup moins rentable. Selon toi, tout droit, dropshipping. Non, mais du e-commerce, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus en dropshipping. Oui, e-commerce. Moi, j'aime bien, c'est des mots-clés, frère, ça fait du clic. E-commerce, tout droit. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens qui veulent devenir freelance, monter une agence, créer des sites internet? Ça n'a rien à voir. Déjà, tu as dit deux choses différentes. Freelance et agence, c'est... Et peut-être freelance, jeune pousse, de créer une agence. Ces gens-là qui se lancent dans cette aventure-là de la prestat de service, comment est-ce que tu peux les aider, les accompagner en une phrase? tu veux terminer là-dessus, c'est ça? Bah oui. Pour revenir sur le podcast, du coup, la croissance a un coût. C'est soit tu choisis le lifestyle, soit tu choisis l'entreprise. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci, à bientôt. Allez, salut. Soit tu choisis. Non, mais tu peux très bien avoir le lifestyle plus tard. C'est soit tu es un entrepreneur, croissance, soit tu es un entrepreneur. Tu baisses ton revenu, mais tu peux pas être les tu deux. montes en charge. En tout cas, au début. Soit tu passes en mode lifestyle, tu bosses moins, soit tu l'un, gagnes soit l'autre. plus. En tout cas, au début. Tu peux, je pense, arriver à un moment où tu arrives à optimiser le process de construction et tu peux y arriver. Mais ça te passe par l'acceptation de longues soirées, on va dire. Voilà. On te souhaite quoi? C'est quoi le la futur pour santé, toi? la santé toujours, c'est ce qui est le plus important. Machallah, comme on dit en Bretagne. Comme on dit en Bretagne. Non, mais de nouvelles aventures. Moi, j'aime bien de rester focus sur ce qui fonctionne. Et c'est la plus grosse difficulté. C'est la plus grosse difficulté. Dans mon verre, frère. On n'a pas réussi à terminer le podcast. Je suis désolé, les éditeurs, c'est parti en couille. Il y a un manque de respect. À partir du cheval, c'est parti. Je suis désolé. Le cheval. Je m'excuse, mais qui monte un business avec des t-shirts en forme de cheval, frère? Non, mais il y a peut-être un marché. Hein. On a un client dans le mastermind qui fait des trucs de cheval. Ouais, ok, je sais pas. On dit chevaux, hein, je crois. Non, qui fait des trucs de cheval. Je m'arrête des là. Trucs de cheval. Bon, j'espère que ça vous a plu ce podcast. Je suis désolé pour la fin. On est un peu parti en cacahuète. Avec grand plaisir du coup pour. On valide le format ou pas? Le format est très sympa. Je te remercie en tout cas de m'avoir invité. T'as passé un bon moment? J'ai passé un très bon moment. On a gagné. On a gagné. Merci à tout le monde. Abonnez-vous, laissez des likes et cliquez sur les liens d'affiliation s'il vous plaît. Et bien évidemment, allez laisser des bisous chez Flomodia, chez Ingenius, chez tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt.